Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Secret, le podcast qui donne la parole à la grande muette de la restauration, c'est-à-dire la salle. Je suis accompagné, comme à chaque fois, de mon fidèle co-animateur, Aurélien. Bonjour Aurélien. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Une petite gorgée d'eau avant. C'est important. Je tiens à préciser, ça c'est pas nos vraies têtes, c'est nos têtes en fait du samedi matin. Donc avec Aurélien, voilà, on verra ce qu'on peut faire en termes d'effets spéciaux, mais c'est très dur ce matin. Merci Aurélien qui nous a calé ça. Et surtout merci à notre invité. Exactement. Bonjour notre invité. Est-ce qu'on dit le nom tout de suite ? Est-ce qu'on laisse un peu de mystère ? On peut laisser, mais je pense que tout le monde le connaît déjà. Et il est très connu sur les réseaux. Ouais. J'ai vu qu'il y a beaucoup de followers. Il ressemble un peu à Koé, si je peux me permettre une petite ressemblance. Un détail près, c'est que j'ai pas besoin de faire de voyage en Turquie, et ça c'est pas mal. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cheveux. Il y a beaucoup de cheveux par rapport à... Bonjour invité. Bonjour à tous. Merci Johan de nous recevoir chez toi dans ce bel endroit, qu'on aime bien. Alors déjà, Johan Grégory, doit-on dire, déjà, le nom complet. Et surtout, le fameux MOF. Moi, j'ai envie de commencer par ça. Le meilleur ouvrier de toute la France. Un des meilleurs ouvriers de toute la France. Vous êtes nombreux ? On n'est pas si nombreux, mais on est suffisamment pour le moment, beaucoup plus tard. Mais en tous les cas, à chaque fois qu'on passe ce concours, on va donner le meilleur de soi-même sur une journée pour obtenir le titre. Ouais. Et surtout, le meilleur de soi-même au quotidien, pour faire en sorte que cette médaille brille au maximum. Et après, on n'est jamais seul, on s'entoure, et quand on passe ce diplôme, on cherche aussi à démontrer la beauté de chacune des professions que représente ce titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Alors du coup, dans quelle catégorie, oui ? Maître du service et des arts de la table. Eh ben voilà. Alors on est en plein dans le thème. Exactement. Puisque pour une fois, ce n'est pas un sommelier. Exactement. Merci Aurélien d'avoir fait l'impasse. Voilà. Non, mais c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de ce podcast, c'était aussi de pouvoir donner la parole à des personnages comme toi ou d'autres qui puissent aussi refléter ce métier qui est pas toujours facile aujourd'hui. Mais grâce à des personnages comme toi, on va savoir un peu plus quel est ce beau métier. Et il est très très beau, effectivement. Le plus beau du monde. Oui. Le plus beau du monde. Parce que du coup, officiellement, directeur du restaurant, directeur de la salle. Directeur des restaurants. Voilà, on a la chance d'avoir Fogo et Épisode rue Messonnier dans le 17e arrondissement de Paris. On a deux univers qui sont liés par un corridor. On est dans ce salon d'ailleurs pile poil entre les deux restaurants. On a un restaurant Fogo, celui qui est tout à la braise, la partie on va dire bistronomique comme on les appelle maintenant. Et sur l'autre côté, Épisode, la Fogo table étoilée. Pour le feu. Pour le feu, exactement. En portugais. En portugais, exactement, puisque l'ouverture du restaurant au départ a été effectuée avec un chef brésilien. Oui. Voilà, pour des raisons qui leur sont propres, le chef et les associés ont décidé de se séparer. Nous, on a poursuivi l'aventure. On a conservé ce nom de Fogo parce que c'est un nom qui nous sied bien, qui était rentré dans l'esprit des gens et qu'on a voulu conserver. Et puis l'autre restaurant a changé de nom, est devenu Épisode. Vous l'avez cité en préambule en vous présentant. Nous, l'idée d'Épisode, c'était de se dire, voilà, chaque fois que quelqu'un passe la porte de ce restaurant pour la franchir vers l'extérieur et qu'il se dise dans sa tête, mais bon Dieu, à quand le prochain épisode ? C'est beau. Voilà, c'est voilà beau, le nom ça. du restaurant. Donc ça, c'était une belle idée. Et on fait en sorte d'écrire au quotidien et à chaque personne présente dans la maison une belle partie d'une jolie histoire. Bravo. Donc, c'est la volonté. Et j'ai une question concernant donc tes meilleurs ouvriers de France, et le chef est aussi meilleur ouvrier de France. Et le chef est Guillaume Goupil, les meilleurs ouvriers de France 2023 aussi. Ah oui. Donc, oui, c'est 2023 d'ailleurs. C'est 2023, exactement. Donc non, c'est une super collaboration. Oui, deux meilleurs ouvriers de France dans une même maison, mais on a pléthore de personnalités absolument incroyables dans nos maisons, que ce soit nos clients et nos collaborateurs. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Léonard, qui est notre apprenti, qui est une personne fort sympathique et aussi très précieuse au niveau des actions du travail au quotidien. Donc c'est très agréable. Et on cultive ça. C'est une des parties qu'on essaye d'enrichir au maximum. C'est cultiver la partie métier, la partie bonheur de chacun des salariés dans la maison, parce qu'il faut que ça soit donnant-donnant. Et comment on fait d'ailleurs ? Parce que ça, nous, tous les épisodes précédents, à chaque fois, alors dès qu'on parle un peu en off ou même devant les micros, il y a toujours un petit problème quand même de recrutement. Très souvent dans ce métier-là, il ne faut quand même pas se mentir. L'après-Covid, et puis plein de choses. Ça a toujours été, je pense, compliqué de recruter. Comment on fait justement quand c'est l'ADN un peu du resto, la salle, enfin en tout cas les gens qui représentent devant les clients, comment on fait pour bien recruter ?
Bien recruté. Alors, je ne sais pas s'il y a un vrai bon recrutement en fonction de chacune des maisons. Les critères sont différents et les aptitudes aussi sont recherchées de manière assez diverse. Il y a déjà la personnalité de la personne qui dirige la maison, qui va permettre de pouvoir orienter différents profils sur un recrutement. Nous, on a la chance, c'est que les gens se présentent à nous. Donc ça, c'est quand même pas... ça c'est pas aussi anodin. Je pense qu'il y a le côté meilleur ouvrier de France aussi qui attire. Ah oui. On a parlé de Léonard, mais il y a aussi une personne importante dans notre équipe, c'est Albert Malongo-Ngimbi, qui est notre chef sommelier, qui est aussi une personnalité de sommellerie très intéressante, avec un regard extrêmement posé. C'est un sommelier qui est en parfaite justesse. Il est à la fois en retrait, mais en même temps avec un toucher de présence qui est très agréable. C'est-à-dire c'est jamais quelqu'un qui va vous imposer quelque chose. Vous voulez, je donne toujours un même exemple, mais vous voulez un turbo au beurre blanc et boire un joli merlot de Bordeaux, eh bien si ça vous fait plaisir, lui ça vous fera plaisir de le servir, parce que c'est pas le sommelier qui va dire mais non, on pouvait pas boire un verre de vin comme ceci avec tel il va pas juger les goûts des... Voilà. Après vous lui dites voilà Albert, on mange ça, qu'est-ce qu'on peut boire? Lui il va s'orienter par rapport à vous, il va faire le vrai travail de sommelier, et ça c'est sa grande qualité, c'est vraiment son tact sur ces choses-là. Donc du coup, quand on est en processus de recrutement, il va en dégustation, il dit ouais, on va chercher un profil, et d'un seul coup, les gens gravitent et viennent vers nous. Voilà. Puis à contrario, quand on a des gens qui veulent nous quitter parce que c'est la vie, on peut pas travailler à vitam aeternam avec les mêmes personnes. Quand on nous dit voilà, j'aimerais partir, on dit ok, tu veux partir, tu veux faire quoi, tu veux aller où, qu'est-ce que tu recherches? Et nous, on transfère des gens vers d'autres collaborateurs. On en a déjà parlé avec Aurélien à plusieurs reprises. Donc quand vous faites ça, comme on le fait nous depuis quelques années avec Aurélien, quand vous donnez aux gens, les gens vous redonnent. Et du coup, ça fait un petit cercle vertueux où on se partage les belles personnalités, et ça donne une partie très agréable de notre profession. Oui, il faut être malin, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident comme on le disait, mais si on le fait dans le bon sens, c'est toujours pertinent par la suite. Moi, je reviens un petit peu parce que tu es un grand professionnel, mais tu es surtout aussi un personnage. Johan Grégory, c'est aussi un homme. D'ailleurs, chaque grand professionnel se cache un homme. Moi, j'ai envie de repartir un petit peu en amont sur ton parcours de jeune garçon. Qu'est-ce qui t'a donné la flamme de ce métier? Parce que tu le reflètes, mais avant, il y a eu des questionnements en tant que jeune homme. Donc, ça part d'où tout ça? Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais moi, ce que j'ai eu comme belle opportunité dans ma vie, c'est d'avoir une famille et des parents qui étaient déjà orientés un peu dans la profession. Ce qui fait qu'au quotidien, à la maison, on avait cet état d'esprit de servir les gens, d'être à la disposition, de faire bien à manger, à l'époque j'avais pas le droit, mais d'avoir à boire aussi à table en fonction. Et une grand-mère qui avait fait l'école hôtelière de Thonon, on parle des années 50, qui sont les grandes années de ces écoles hôtelières, même si elles sont encore très belles aujourd'hui. Et donc du coup, lorsqu'avec mon petit frère, on était chez ma grand-mère, on avait le plateau de petit déjeuner servi avec le pain grillé, avec notre petit chocolat chaud fait à base de chocolat fondu dans du lait. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui, déjà intrinsèquement, au niveau de mes envies, ont déclenché certaines choses. Et puis, j'aime les gens, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours eu envie de faire ce genre de choses. Et puis, tu parles d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, il a comme beaucoup de jeunes garçons dans la tête, entre 4 et 8 ans, on veut tous être pompiers ou faire ce genre de choses. Et puis moi, je rêvais d'être footballeur, comme je pense une bonne partie de la jeune population masculine. Ah oui, des foot. Alors malgré mon physique, effectivement, j'étais foot, même si j'étais souvent recherché pour le rugby, mais j'étais très foot, et j'ai joué à un très joli niveau. J'étais en moins de 15 nationaux, j'avais été approché par quelques clubs, donc ça pouvait être sympathique, mais voilà. Il n'y avait pas la possibilité d'aller toucher quelque chose d'assez haut pour moi dans ce sport. Donc j'ai orienté vers la deuxième chose qui me plaisait énormément, c'était ces milieux de la restauration. Donc j'ai fait un stage de troisième, comme on en fait, pendant 5 jours. Et d'ailleurs, pour la petite histoire très drôle, quand j'ai fait mon stage de troisième ces 5 jours, j'étais dans une brasserie à Tours, et les propriétaires de la brasserie sont les grands-parents de Paul Robineau. Non. Et on a découvert ça 25 ans après, donc c'est hyper drôle quand on a discuté avec Paul. Paul Robineau, qui est donc le monsieur vin de la maison Taïwan maintenant. Ah oui, d'accord. Donc très sympathique. Et puis dès que j'ai fait ce stage, j'ai senti que la fibre était là. Donc j'ai eu la chance de faire ma passion, mon métier, pas le football.
mais les milieux de la Mais restauration. Il Donc, y a c'est de la très passion parce que U15 nationaux en foot, meilleur ouvrier de France dans maintenant ta discipline, il y a quand même aussi un état d'esprit particulier là. chouette. Oui. Alors, On est compète, hein. alors, je suis à la fois compétiteur, mais j'ai l'envie de gagner, mais j'ai pas la déception de la défaite à 100%. Il y a toujours une explication pourquoi on réussit pas certaines choses. Des fois on me dit n'en parle pas, mais je vais en parler quand même. J'ai fait 4 fois le meilleur ouvrier de France. Ah. Je suis allé 4 fois en finale. Ça a été beaucoup de difficultés parce que on engage énormément de choses humainement. On s'en rend pas compte, mais lorsqu'on passe un concours, on dit ah oui, mais t'as passé le concours. Non, c'est on a passé le concours parce qu'il y a du monde autour de nous. Il y a la famille, il y a les amis, il y a aussi tout ce qui est les collaborateurs qui vivent ça pleinement avec nous. Donc on emmène beaucoup de monde et c'est vrai que dans la défaite, il y a de la déception. Mais dans cette défaite-là, ce qu'il faut voir, c'est oui, le titre, je l'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai acquis? Et Bien sûr. on arrive à acquérir énormément de choses. Donc c'est fabuleux. Puis après, l'abnégation de se dire, voilà, moi je voulais plus y aller. Et j'ai un proche ami et ma compagne qui m'ont dit un jour, et m'a clairement pris par le t-shirt en me disant, personne peut t'enlever ton rêve de gosse. Donc si tu as envie d'y retourner, va au bout, quoi. tu te tais, tu y vas, tu y retournes et tu vas chercher ton rêve de gosse. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allé la 4e fois. Et j'y suis allé, je me suis entouré différemment. J'ai fait le point sur les raisons du pourquoi, du comment ça passait pas les fois précédentes. Et on me disait toujours, oui, mais t'es un mof en puissance, pour nous tu y es. Oui, mais tant que tu y es pas, tu y es pas. Et du coup, tu te dis, mais ouais, t'es contre tout le monde. Et puis finalement, tu te dis, mais le tout le monde, c'est qui? Le tout le monde, c'est peut-être moi. Donc tu te regardes dans le miroir et tu fais le point et tu dis, qu'est-ce qui n'a pas été? Et tu regardes, tu dis ça et ça. Ok. Le MOF, c'est un concours du quotidien. Quand tu es meilleur ouvrier de France, il faut que tu sois bon 1 ou 2 jours, mais c'est aussi, ça reflète ce que tu fais tous les jours. Mais par contre, ça reste un concours couvert de l'éducation nationale et ça veut dire qu'il faut s'appliquer à certaines choses qui font partie des règles du concours. Et j'explique aux jeunes quand je vais les voir dans les écoles, c'est passer le concours de meilleur ouvrier de France, c'est comme toi quand tu es en stage en entreprise. Tu apprends des choses à l'école, et puis quand tu es en entreprise, tu dis oui, mais je les fais pas comme ça à l'école. Ok, tu les fais pas comme ça à l'école parce qu'il y a l'école et il y a la vérité du terrain qui fait que les choses que tu apprends à l'école, il faut les apprendre, c'est indéniable. Et après, on simplifie un peu parce que sur le lieu de travail, il y a certaines actions qu'on est obligé de simplifier par, on disait des fois, manque de personnel ou plus de réactivité. Mais l'école et le meilleur ouvrier de France, c'est le Graal, c'est le livre sacré. C'est cette culture qu'il faut qu'on conserve et qu'on fasse perdurer à travers le temps. C'est pour ça que ce concours, il existe. Donc, une fois que tu connais, je ne vais pas dire tout, mais tu as emmagasiné le maximum d'informations, et bien après, tu fais des petits ajustements, des petites réductions pour faire en correspondance en fonction de chacune des entreprises. Et c'est pour ça, quand on va chez les collègues, quand tu vas manger chez quelqu'un, tu vois un truc, tu dis « Ouais, ça, je le ferai pas chez moi, mais waouh, qu'est-ce que ça marche bien chez lui !» Et c'est pour ça qu'il y a différents restaurants, c'est pour ça qu'on peut s'envoyer les uns chez les autres, et que les clients sont aussi satisfaits d'aller manger chez Nosso, comme de venir manger chez Fogo, ou d'aller manger, je sais pas, chez Duvin, ou Oui Mon Général, ou peu importe, parce que de toute façon, nous, on se partage les gens, on se partage la culture, mais une chose est sûre, c'est qu'on est bien assis, on mange bien, on boit bien, et les gens s'occupent bien de nous. C'est ça le principe de base. Et toi, comment tu as eu ce déclic de ce concours? Parce que moi, pour l'avoir passé il y a quelques années, c'était comme une évidence en disant, voilà, je pense être un ouvrier de mon métier, donc il faut aller chercher ce concours pour valider en quelque sorte. Toi, tu as eu un déclic qui était évident ou c'est au profil des gens que tu as rencontrés? Alors, déjà, j'ai toujours voulu, quand je fais quelque chose, je veux toujours aller au plus haut de ce que je peux faire. Et quand je suis rentré à l'école hôtelière, c'était à Blois, en 99. Petit aparté, mon copain de cette époque-là, qui est toujours mon très très grand ami, c'est Antoine Pétrus, qui est lui double MOF en plus. Tout à fait, Et on n'était pas prédestinés à avoir ce genre de comportement professionnel. On était plus des gamins d'un autre acabit, dirons-nous. Et on est rentré à l'école hôtelière, on a commencé à l'école hôtelière, et là on a vu un monsieur très grand, très blond, avec un col bleu, blanc, rouge, Christophe Quentin, qui était notre chef des travaux, qui est la personne qui a permis à Régis Marcon et à Paul Marcon de gagner le Pocus d'or. C'est un formateur incroyable, un meilleur ouvrier de France exceptionnel. Et donc du coup on a vu ce monsieur avec ce col bleu, blanc, rouge, et on s'est renseigné, on dit c'est quoi ça? Ça c'est meilleur ouvrier de France, c'est la définition du métier, c'est aller chercher toujours plus haut, toujours plus loin. Et puis ça nous a donné envie, et puis on s'est dit on va voir ce que ça donne. Moi je voulais pas faire de concours. Au début c'était pas vraiment mon truc, mais ça me plaisait quand même pas mal.
Et puis David Biro et Antoine Petrus m'ont poussé à m'inscrire à mon premier concours, qui est la Coupe Georges Baptiste, qui est un peu pour les maîtres d'hôtel l'antichambre du meilleur voilier de France. Ça s'est bien passé pour moi, je l'ai gagné, je me suis inscrit au MOF, et puis après ça a été le chemin de croix de 4 sessions pour aller chercher ce titre. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi et pour tout le monde, ce titre n'est pas une finalité. Aujourd'hui, j'ai les 2 petites lignes parce qu'on a mis la veste et qu'on est filmé, donc c'est pour ça que je le mets, parce qu'on a besoin de le représenter. Oui. Très beau d'ailleurs. Mais oui, ça c'est Stéphane Grand-Clément, mon copain de chez Nu, qui m'a fait une très jolie veste et j'en suis très heureux. Je le remercie d'ailleurs. On adore cette marque, moi j'ai beaucoup de choses, c'est très beau. Parce que le meilleur voilier de France, ça change quoi? Ça change le regard des gens sur toi. Et les gens, on te regarde avec on va dire une attitude un peu particulière, parce qu'ils savent que c'est énormément de travail et c'est quelque chose qui fait briller la France, donc on en est très heureux. Mais après, je l'ai aussi fait très égoïstement pour moi. C'est une satisfaction personnelle. Oui. Ça change quoi depuis 2023 que tu sois meilleur voilier de France? Ça change rien à ce que je suis toujours pareil, je resterai toujours pareil. Je l'ai dit, ça change le regard des gens qui te voient d'une manière un peu différente, parce que c'est une fierté. Et on a la chance d'être une nation où on a des fiertés nationales, comme nos monuments, comme nos sportifs, comme nos artistes. Et les meilleurs voiliers de France, on est moins de 10 000 depuis 100 ans, et c'est une fierté pour eux d'avoir des défenseurs de la culture traditionnelle française. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le monde? Est-ce qu'il y a meilleur ouvrier du monde? Il n'y a pas de meilleur ouvrier du monde en équivalent. Il y a certains rassemblements, comme les grandes tables du monde, qui ont défini certaines choses, ou des concours, on va dire, de vote qui décident de nominer des gens sur les meilleures compétitions du monde. Après, il y a meilleur sommelier du monde. Mais c'est pareil, quand vous discutez avec eux, ces meilleurs sommeliers du monde, ils savent qu'ils ont été les meilleurs sommeliers du monde pendant une journée face à d'autres personnes. Et ça fait pas d'eux le meilleur des meilleurs. Bien sûr. Et c'est des gens qui vont chercher au quotidien. Enfin, avec Aurélien, on a une très bonne connaissance qui est Olivier Poussier. Les meilleurs sommeliers du monde en 2000. Je pense qu'aujourd'hui, il est meilleur sommelier de l'univers, parce qu'il grandit tellement en permanence. Moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé le métier, à aller en dégustation avec lui et David Biro, et à te taper sur l'épaule et dire: toi, mon copain, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que t'en as à faire? Ce que moi, j'en pense, en fait. T'es meilleur sommelier du monde. Eh ben non. Non. Il a besoin d'échanger, il a besoin de ça parce qu'il s'en nourrit. Et son titre aujourd'hui, il l'a valorisé à 1 milliard de fois, parce qu'il est 100 000 fois meilleur aujourd'hui qu'avant. Et il n'arrête jamais. Et c'est ça, en fait, la démonstration. S'il y a un personnage à citer démonstratif dans nos professions, surtout la sommellerie, c'est peut-être lui de montrer qu'on n'arrête jamais. Et l'obtention d'un titre, c'est pas une finalité, c'est pas une vérité. C'est vrai qu'en salle, c'est un métier encore qui est... C'est pour ça que c'est important ce podcast, c'est important, à mon sens, parce que il faut des grands acteurs dont tu fais partie qui parlent de leur métier. Alors on parle du métier, on parle aussi de Johan Grégory, mais le métier aujourd'hui, il est malheureusement pas toujours connu, ou on n'est pas, comme on dit souvent, on n'est pas que porteur d'assiette. Moi j'ai la double casquette aujourd'hui, donc j'aime les deux, et je sais que c'est 2 métiers différents. J'essaie de le faire au mieux dans les 2 cas de figure. Comme toi tu dis, je suis pas sommelier, mais je pense que tu as beaucoup plus de connaissances que certains sommeliers, ou en tout cas des gens qui se prétendent être des grands sommeliers. C'est un peu triste, mais c'est un peu la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin de gens comme toi, on a besoin de refléter ce métier qui est magnifique, qui perd un peu ses valeurs au quotidien. Donc oui, aujourd'hui, tu le disais très justement, Sébastien, est-ce qu'il y a un truc meilleur sommelier du monde? Oui. Est-ce qu'il y a un directeur meilleur du monde? Pas forcément, et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir faire un reflet sur ce métier. Tu vas dans les écoles, et c'est génial. Tu as un truc à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place pour ce métier qui est magnifique? On le fait de manière récurrente à notre petite échelle. C'est difficile d'avoir un impact fort, même si, sincèrement, ce que vous faites aujourd'hui avec ce podcast, quelqu'un comme Hélène Binet, Un œil en salle, avec son magazine, son support, son challenge, qui met les choses en avant, avec quelqu'un comme Denis Courtial au service, qui se balade. J'ai mon pote Esteban en Suisse, l'association des maîtres d'hôtel suisse, où ils essayent de faire de plus en plus d'événements pour valoriser les choses. C'est important. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Vous avez dit en préambule, on t'a vu sur les réseaux. Oui, on essaye de communiquer. Alors, c'est pas mon fort, mais on essaye de communiquer pour montrer que ce métier, il est aussi attractif. La télé met en avant les professions qui nous entourent, surtout celles de production, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, un peu moins nos métiers de service, qui sont
qui sont plus difficilement, je veux dire, faciles à l'écran parce qu'il y a beaucoup de subjectivité. Bien sûr. Mais on parlait tout à l'heure, vous me dites, est-ce que tu penses qu'il y a le meilleur du monde et tout. Ce qu'il faut, et Aurélien, t'en es la belle démonstration, c'est que t'es peut-être pas le meilleur sommelier du monde, mais dans ton monde, chez Nosso, t'es le meilleur de ce monde-là. Et en fait, est-ce que la vérité, elle est pas là ? Avant de vouloir être le meilleur de tout le monde, et ben, quand les gens passent la porte et qu'ils rentrent chez toi, ils savent que ce monde-là, c'est votre univers que vous avez créé avec Alexandra, avec toutes les équipes qui vous entourent. Et quand les gens rentrent, passent la porte, ils sont dans votre monde. Et je pense que la vérité, elle est là. C'est vrai. Et si les gens se baladent, vont d'un côté à l'autre, vont dire tiens, aujourd'hui on va manger chez Fogo, c'est poulet frites du samedi, tac tac, c'est un monde. En fait, c'est ça notre vérité. On a beaucoup de clientèle habituée, tu sais le faire plus que tout. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent chercher aussi cette chose impalpable où on se dit mais j'adore venir là. Ok, la phrase elle s'arrête là. Mais t'adores venir là, pourquoi ? Parce que quand j'arrive, je suis reconnu. Quand je viens en business, je m'assois à table, je commande à manger. Il n'y a personne qui vient me parler, me destorber, qui vient me donner les explications des plats, de ci, de ça. Non, t'as 1h30 pour manger, t'es en business, qu'est-ce que tu viens chercher ? Un accueil, une reconnaissance, être servi vite, que personne vienne te déranger. On prend l'addition, tu pars. Si on te connaît même très bien, tu dis juste au revoir, tu t'en vas, l'addition elle tombe direct dans ta boîte mail, t'as la facture, tu nous payes enfin. Voilà. Tous ces gestes-là qui sont vraiment du service. Et Adrien citait... Adrien, c'est samedi matin, on répète, samedi matin. Aurélien disait tout à l'heure, on n'est pas que des porteurs d'assiettes. Non, on est des apporteurs d'assiettes. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on prend d'un point A à un point B, la manière dont on va marcher avec cette assiette dans la main, la manière dont on va la tenir, la manière dont on va la déposer, est vraiment primordiale à la fois sur le regard des gens et sur la position générale de la maison. Et c'est ça qui est hyper important. Et tout à l'heure, on a fait un focus sommelier, mais je sais pas, je peux vous citer Claire Saunier, Olivier Bicao, Joseph de Serpris, Esteban Vallée, que j'adore, donc je le cite à plusieurs reprises. Mais quelqu'un comme Aurélien Auger, voilà, il y a plein de gens de ce monde de la salle dont on cite pas leur nom, mais quand vous voyez ces personnages, c'est des Pierre Lemoulac avec qui j'ai la chance de travailler à l'Ambroisie, ou des gens comme ça qui donnent des gestes incroyables. Et après, on peut aussi vous citer des gens dans des bistrots qui vous font vivre un moment incroyable. Je veux dire, être bien servi sur un comptoir, il n'y a rien de plus beau que ça, et ça représente la France. Ces gens qui, au quotidien, ont des personnes qui viennent pratiquement tous les jours. Et quand vous êtes capable de vous occuper bien de quelqu'un tous les jours, ça veut bien dire que ce métier est... Accepter d'être avec quelqu'un en permanence tous les jours par volonté et pas par obligation, ça change tout. Ça change tout. Et ça veut bien dire que... Voilà. Et non, notre registre, il est large. Alors moi qui suis, je répète, qui reprend, on va dire, les clients, parce que moi j'y connais absolument rien, vous êtes rapidement rendu compte, cher suiveur de ce podcast, moi j'ai l'impression parfois que je vais, la première fois en tout cas dans un resto, pour la cuisine, mais que je reviens pour le service. Parce qu'il y a eu un truc un peu différent, parce que manger très bien, on a la chance d'être à Paris, donc il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut très bien manger, une concurrence qui est dingue, ce qui est un peu moins peut-être la vérité dans certaines plus petites villes. Mais à Paris, pour faire son trou, si t'as pas des bonnes personnes en salle, il peut rapidement, tu vas beau avoir le meilleur ouvrier de France en cuisine, ils peuvent te foutre en l'air, ou à l'inverse, le sublimer. Et donc toi, alors ma question subsidiaire, même si là on y a un petit peu tous répondu, mais t'as jamais voulu être en cuisine ? T'as directement voulu être Moi, j'ai travaillé beaucoup en cuisine aussi parce que je me suis tout de suite focalisé sur le fait, si je veux tâcher d'être bon en salle, j'ai besoin de savoir ce qui se passe en cuisine. On est foncièrement en salle la finalité de beaucoup de choses. Ma position dans la salle, c'est je suis là pour mettre les gens en avant et moi, me mettre un peu plus en retrait et me faire remarquer par mon absence. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On parle de... Exemple ici, on a Marc Faragoni qui nous fait les légumes. Quand on parle des légumes de marque, on dit « Ah, les légumes de marque », mais eux, ils n'ont pas la notion du légume de marque parce que le légume de marque, il a été travaillé. Mais par contre, nos équipes de cuisine, ils vont faire en sorte de les travailler à la simple justesse pour faire en sorte qu'on retrouve le travail de marque, le légume, ce qui doit être, et aussi notre touche de cuisine. Et après, comme on est en train de le faire depuis 30 minutes, c'est poser des mots sur ces actions-là. Et faire en sorte que la manière dont on adapte notre discours,
va valoriser un point de cuisson, un point d'assaisonnement ou autre, expliquer que parfois on a certaines dynamiques ou non dans un plat. C'est ça notre manière de faire. Et puis, notre geste à nous, c'est apporter cette assiette, la manière dont on va la déposer, de ne pas la retoucher, de la mettre de manière juste sur table. C'est un acte important. Mais avant ça, il ne faut pas que je discute, il faut que ça parte du passe et que ça soit chaud. Il faut que la sauce elle soit mise au bon moment, il ne faut pas que ça coule sur les bords. Il y a toute cette gestuelle-là qui est hyper importante et qui fait que on en parle, on dit « Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Le restaurant, la cuisine, ça ?» En fait, c'est le nom du restaurant qui est important et ajouter les acteurs. Ouais. On parlait football au début, vous avez beau avoir les 11 meilleurs joueurs du monde, s'ils sont incapables de jouer ensemble, ça ne marchera pas. Et nos restaurants, c'est la même démonstration. Et il y a des jours... Albert il est meilleur que moi, et quand Albert il est meilleur que moi, c'est lui qui monte et c'est lui qui s'occupe. Et des fois Albert quand il est un peu en dedans, c'est moi qui fais le... Voilà. Et 1 + 1 font 3, c'est la synergie. Et c'est ça la beauté d'une équipe, c'est-à-dire qu'on est tout le temps les uns avec les autres et on fait en sorte de pouvoir créer une homogénéité la plus importante dans les maisons. Ouais. Et puis Paris, le business n'est pas facile, mais on a une culture quartier qui est extraordinaire. Ouais. C'est des choses qu'il faut faire perdurer. Bien sûr. Quand les gens disent « Toi, ta vision du restaurant, c'est quoi ?» Moi, oui, les réseaux sociaux, c'est bien, mais moi, je travaille comme un gars des années 70-80 où je suis... l'araignée de quand tu passes la porte, ça y est, t'es dans mon filet et tu en sortiras pas parce que la maison t'a happé. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ce que les équipes font, intègrent et chaque personne qui est chez nous, on donne à 10 000%. C'est un meilleur ouvrier de France tous les jours. Ouais. C'est un concours de tous les jours, c'est une vérité de tous les jours. Et puis en plus, les gens s'éclatent au boulot. Et ça, c'est pas rien. Ah ben oui. Et ça, c'est pas rien. C'est aussi donnant-donnant. Il faut que l'entreprise donne et les salariés donnent aussi à l'entreprise en retour. Et il faut que les gens soient heureux. Quand on travaille de manière heureuse, c'est génialissime. Alors Morgan, j'ai en face de moi ton CV qui est assez impressionnant. Au-delà du concours, on en a largement parlé. On aime bien aussi parler d'humain, encore une fois. Si tu dois définir ton parcours, est-ce que c'est un cheminement qui a été orchestré de manière ordonnée parce que tu es quelqu'un d'extrêmement précis, minutieux, ou ça a été des cheminements de vie? Si tu dois définir ton parcours, parce qu'il y a un parcours entrepreneur et à la fois un parcours du directeur de salle, maître d'hôtel incroyable. Dis-moi un petit peu quel est ce parcours qui est assez... on a envie de l'entendre, ce parcours-là. Le parcours, il est classique, formation bac technologique en 3 ans, avec derrière un BTS. Ça, c'était la version classique. Dans ce parcours-là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Je parlais de Christophe Quentin tout à l'heure. Christophe Quentin avec sa femme Angélique qui lorsque j'étais en terminale, m'ont dit voilà, on sait que tu veux aller faire ton BTS ailleurs. Si tu restes chez nous, on a un stage de BTS pour toi assez spécifique. Donc j'ai dit oui, c'est quoi ? Si tu restes avec nous, tu fais ton stage de BTS à l'Ambroisie. Oui. Donc déjà, les étoiles, ça commençait à m'intéresser. On vous propose en BTS de faire un stage dans un 3 étoiles à Paris, l'Ambroisie, qui est quand même une maison pas anecdotique. Oui, ok, d'accord, je reste et je pars pas. Et d'ailleurs, parce que on se connaît quand même depuis un bon moment avec mon acolyte Aurélien, anecdote très rapide, mon copain Antoine Pétrus débute le lundi chez Paul Bocuse et son copain de chambrée, c'était Aurélien. Voilà. Et oui, très marrant. Et il m'appelle le lundi soir, m'a dit qu'il va pas le croire. Ce matin, je suis arrivé, la première personne sur qui je suis tombé à l'auberge, c'est Monsieur Paul, c'est lui qui m'a accueilli, moment de fou et tout. Ouais. Et moi, le lendemain, je commence à l'Ambroisie, donc je suis à ma Bourgogne à Langles, là, j'avais rendez-vous à 8h30, je suis arrivé à 6h30, je crois. J'étais prêt. Ouais. Et au moment où je passe la porte, sur qui je tombe, Bernard Paco, et je me dis, pétard, lui, hier, il se tape Bocuse, moi, j'ai Monsieur Paco, alors quand je dis se tape, c'est pas méchant, c'est juste parce que c'est des emblèmes tellement importants pour nous, tous, et j'ai été accueilli par Monsieur Bernard Paco, qui m'a fait visiter la maison, et qui a pris du temps pour moi, et qui a déclenché énormément de choses dans toute la culture maison, parce que c'est des gens qui vous démontrent la précision, l'excellence, le haut niveau, et à côté, la performance, le haut niveau, sur la manière dont on s'occupe des équipes, la manière dont on s'occupe d'une maison, la manière dont on réceptionne des produits, dont on traite... En fait, tout le monde est bien traité du début jusqu'à la fin. Ça part du produit, au fournisseur, au plongeur, au directeur de salle, chaque membre de l'équipe
est traité à sa juste valeur, c'est-à-dire la valeur humaine de faire correctement les choses pour faire grandir les gens. Et ça c'est vraiment Pierre Lemoulac, Pascal Vetto et les Paco qui m'ont démontré ces choses-là, en plus des gens que j'avais à côté. Donc ce parcours, voilà. Alors ça c'est bien parce que, juste coupe 2 secondes, on n'a pas toujours eu ce son de cloche. Bien sûr. Oui. Mais j'en ai connu d'autres avec qui c'était très dur. C'est ça. Notamment dans les grandes maisons, on a toujours un peu l'impression que c'est... alors bien sûr, en plus les termes sont un peu militaires, la brigade et tout ça. On a l'impression que c'est parfois même... il y avait des humiliations, enfin on a entendu des choses parfois, pas forcément au micro parce que les gens voulaient pas toujours en parler, mais en off. Et puis peut-être que vous avez aussi connu ça dans vos deux parcours. Mais c'est bien que tu dises que c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. Il y a des endroits où on sait que c'est très très dur et c'est compliqué. Mais je vais vous parler d'un chef que j'adore qui en plus est un grand amoureux de la salle et de la sommellerie. C'est Didier Hédon. Je faisais des extras dans un établissement qui s'appelle le Domaine des Hautes-Roches à Roche-Cormont. Didier était mon chef et c'était un chef qui était rugbyman. Donc extrêmement dur sur l'homme. Et au début, on s'en rend pas forcément compte. On se dit, ah ouais, il est dur. Mais avec le recul, et on en parle souvent avec Didier, en fait, cette personne était extrêmement dure. Mais derrière, on a appris beaucoup plus vite que les autres. On a compris pourquoi il agissait de cette manière-là. C'était aussi parce que il y avait des standards à conserver, il y avait des maisons à faire tourner. Et aujourd'hui, c'est devenu un de mes grands amis. Et je peux vous dire que le jour où le titre de meilleur ouvrier de France est tombé, pour Didier, voilà. Et je suis un homme de salle et c'est un cuisinier. Oui. Et c'est ça qui est important en fait, c'est montrer cette chose-là. Et mon parcours, il a eu des orientations avec des choix de certaines maisons, mais surtout mon parcours, il a été orienté par les gens avec qui j'ai œuvré, qui m'ont poussé à aller vers différents endroits pour me faire grandir. Et l'explication qu'on avait tout à l'heure au niveau du personnel en disant on se les repasse les uns les autres et on se donne le choix de leur dire va ci, va ça, en fonction de ce que tu veux faire, et mon parcours, il est baigné de ça. J'étais à l'Ambroisie, de l'Ambroisie, j'ai continué les études, je suis sorti des études, j'étais au Domaine des Hauts-de-Loire, j'ai rencontré un directeur de salle qui m'a très rapidement dit tu feras 6 mois et après tu t'en vas, il faut que tu apprennes l'anglais, c'est hyper important. Oui, je suis parti au Fat Duck en Angleterre, à l'époque où c'était 3 étoiles Michelin, meilleur restaurant du monde, cuisine moléculaire, c'était en 2005, c'était vraiment le spirit cuisine moléculaire à fond. Aston Blumenthal, un chef tout le temps débordé, mais on avait une question, il avait toujours un moment. Si c'était pas aujourd'hui, c'était demain. Si c'était pas demain, c'était 3 semaines après. Mais il y avait toujours la disponibilité de pouvoir répondre aux gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu fortement. Et puis j'ai rencontré Didier Fertilati. Didier Fertilati qui est un homme de salle. Le gars, il est là. Quand il est là, il a une aura incroyable. Mais en même temps, il la surjoue pas. Il est attentif aux gens. Il aime les gens plus que tout. Il s'occupe de... Aujourd'hui, il est consultant pour Marocola Greco. Il fait Quintonil à l'étranger, au Pérou. Il aime ça. Il aime les gens. Il a envie de servir les gens. On aime servir les gens. En fait, il n'y a pas de honte à dire qu'on aime servir les gens. J'ai l'impression que tu te décris un peu dans ce personnage. Oui, parce que là j'y pense et j'ai pris beaucoup de choses. Mon personnage, aujourd'hui, il est beaucoup d'extraction de personnes qui m'ont bercé, avec qui j'ai eu plaisir à travailler et avec qui j'ai plaisir de raconter les choses. Mais rentrant du Fat Duck, je suis revenu à Paris. J'avais à l'époque la possibilité de travailler soit à l'Astrance, soit au Crillon. Et ça, je vous explique parce que c'est une petite partie de mon parcours qui est drôle aussi. Et du coup, je me suis dit, l'Astrance, j'ai déjà fait le Fat Duck, petite maison. J'ai déjà fait l'Ambroisie, petite maison. Il faut que j'intègre une très grosse maison, comme ça, je vais voir autre chose. Donc, c'était Jean-François Piège à l'époque... au Crayon, je dis voilà, je fais le Crayon, donc génial, les ambassadeurs, objectif 3 étoiles, on voulait chercher 3 étoiles, on n'a pas eu 3 étoiles. Cette année-là, l'Astrance à 3 étoiles. Et là, je suis recruté par une personne qui s'en va, et 6 mois après son départ, il me rappelle, il me dit Johan, j'ai un poste pour vous. J'ai écouté, c'est dommage, mais je peux pas vous rejoindre. Il me dit non, c'est pas pour me rejoindre. J'ai travaillé chez Marc Vera, et quand j'étais chez Marc Vera, j'avais un chef extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Renaud. Il cherche un maître d'hôtel, directeur de salle. Je pense que c'est vous. Appelez Emmanuel. Et j'ai appelé Emmanuel Renaud. Au bout de 5 minutes de téléphone, il m'a dit non, mais en fait, vous prenez pas la tête. Vous prenez un billet de train, vous descendez un week-end, vous venez nous voir et comme ça, on voit. Donc à Megève. À Megève, exactement, à Megève. Et je suis descendu et j'ai rencontré un homme extraordinaire, un chef.
Un chef fou furieux, j'ai travaillé chez lui pendant 5 ans, ça fait 10 ans que je suis parti, j'y vais manger tous les ans avec autant de plaisir. J'ai dans pratiquement tous les chefs avec qui j'ai travaillé un amour des plats et une envie de poursuivre. J'ai découvert plein de choses, en particulier la chartreuse avec lui, qui est un truc qui... L'amour de la chartreuse. L'amour de la chartreuse fort, l'amour des vins. Son frère est vigneron, ancien sommelier émérite. Voilà, un univers, son univers de la montagne et toutes ces choses-là et que j'ai reproduit après dans différents parcours. Ouais. Alors, je te coupe un instant, mais je précise une chose, c'est que ça s'appelle le Flocon de sel, 3 étoiles Michelin. Tu as l'impression de rentrer chez lui comme dans une maison. Pour l'avoir fait 2 fois, effectivement, à chaque fois que j'y vais, c'est pareil. J'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets sur plein de points, parce que tu rentres chez lui, en fait. C'est comme si je rentre chez toi, Seb, et que tu m'accueilles en famille, quoi. Et toi, tu l'as fait. Et je pense que tu as ça aussi pour avoir travaillé avec toi. T'as une fibre comme ça, mais je pense que oui, le Flocon de sel 3 étoiles Michelin à Megève, c'est rare. Quand tu vas là-bas, tu te dis pas, je vais rentrer dans une maison, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est ultra pertinent ce que tu viens de dire, et je te rejoins à 200%. Ouais. Ouais, non, c'est super. Et puis voilà, après j'ai vécu un retour parisien, on a ouvert le Mandarin ensemble avec Aurélien, donc c'est ça aussi la petite histoire. C'est un homme d'ouverture, il ouvre tout le temps. J'en ai fait quelques-unes. Ouais, voilà. Combien d'ouvertures, Yoann ? Je crois que j'en ai fait 6. 6 ouvertures. C'est extrêmement épuisant, des ouvertures d'établissement. Ouais, mais c'est tellement enrichissant. C'est humainement très fort. On a rencontré des équipes incroyables. Aurélien, on a fait l'ouverture du Mandarin. On a ouvert un palace dans Paris où on part de zéro, où il faut tout créer. On avait une salle de restaurant qui était au départ pas facile à gérer, dirons-nous, et on s'en est plutôt pas mal débrouillé avec Simon Pesquine, avec Diane Blanc, David Biro, enfin voilà, tous ces gens avec qui on a eu la chance d'œuvrer. Et puis voilà, après un petit tour à Tours, c'est le cas de le dire, je suis rentré chez moi avec Olivier Arlot, une étoile à la Chancelière où c'était top. Et puis je suis reparti à Megève, j'ai ouvert un bar à vin qui s'appelait Comme Chez Soi avec François Libaud. Un lieu de passion, déperdition, un lieu fantastique où on aimait bien boire et bien manger, et ça a duré 5 ans, c'était un chouette projet. Puis je suis revenu à Paris, rapide passage chez Anne-Sophie Pic, parce que y avait un projet qui se faisait derrière, une dame cuisinière qui mélange la France et la Chine, un personnage incroyable, mon Manuel Renaud au féminin, ou Manuel Renaud, moi de Grattard au masculin, je sais plus comment le dire, mais en tout cas une personnalité incroyable qui m'avait été longtemps comptée pour des histoires via Sarah Bodianou et puis Marine Delaporte, avec qui j'ai collaboré pendant 8 ans, qui est une sommelière incroyable, une personnalité très forte. Puis j'allais manger des baos l'après-midi, puis ils m'ont dit on cherche quelqu'un, et puis Adeline a dit mais c'est toi, Yoann, on m'a parlé de toi plusieurs fois, et les gens lui ont dit si tu cherches quelqu'un, il faut prendre Yoann et Marine en premier. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis ma carrière, elle est un peu comme ça. À chaque fois, de manière sporadique, il y a des projets, on dit que je suis la personne de la situation. Et ce qui est très chouette, c'est que à chaque fois qu'on me cite comme personne de la situation, on m'a jamais débauché d'un endroit pour m'emmener à un autre. Ouais, ça, c'est important. On a toujours su que j'étais dans une époque où peut-être j'avais envie de changement. Et donc du coup, on me proposait quelque chose. On sait que je suis très attaché aux maisons où je suis. Donc on ne vient pas me solliciter pour un départ, parce que si j'ai envie de partir, je partirai. Mais je suis bien dans un endroit, et je le fais. Je fais des départs toujours consciencieux, et c'est pour ça aussi que je suis apprécié pour les gens avec qui il y a quand même une loyauté. Il y a une vraie loyauté, c'est sûr. Mais Yamcha, 8 ans d'Yamcha, cuisine franco-chinoise, le thé. Shiwashan, qui est une personne extraordinaire, une démonstration du thé, les accords fabuleuse. Et puis après, le titre de meilleur ouvrier de France, une envie de changement au bout de 8 ans. Donc j'ai fait un petit stop. Je me suis mis à faire du vin. Oui, c'est ça. Parce que j'ai des très grands copains très, 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 très sympas. Je pourrais pas tous les citer parce que ça fait pas mal de monde. Mais comme je leur casse aussi un peu les pieds avec le vin, parce qu'Aurélien l'a dit, mais j'aime beaucoup le vin, pour mes 40 ans, ils m'ont fait un demi-hectare de vigne à Montlouis. Donc, c'est super cadeau, sympa. Donc c'est un cadeau super sympa. On faisait déjà un peu de vin, on fait déjà un peu de vin depuis 2020 pendant le Covid, avec nos copains de la Sauce, qui est notre association de restaurateurs tourangeaux, donc Olivier Arlot. Il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Fred Arnaud, Didier Edon, Didier Frébou, Grégory Collat, Alain Couturier, ancien chef Une Étoile, qui est retraité maintenant. Guéna, je pense à lui, paix à son âme, parce qu'il nous a quitté, un très très grand monsieur.
Henri Leclerc, voilà, Grégory Hendrix, plus toutes les compagnes. Donc on s'amuse à faire du vin, on fait des activités pour des associations ou pour autres, et puis on collecte de l'argent pour faire des voyages et enrichir encore notre patrimoine. Donc c'est hyper chouette. Et j'ai oublié Aurélien et Faustine aussi, il faut que j'oublie personne parce que sinon je vais avoir des soucis. Et puis tout ce qu'on fait à côté, voilà, l'association des maîtres d'hôtel suisses, le fait d'être dans les écoles, le fait d'être ici au quotidien avec notre très cher Léonard qui est en train de nous apporter Oui. Alors, voilà, les Et assiettes. qui réussit à pas taper une caméra alors qu'il y en a partout. Exactement, mais vraiment, c'est parce que un vrai chat. Léonard c'est mon point Emmanuel Renaud parce qu'il est au Savoyard et il vient de... Ah, super. Ah. On va trinquer, messieurs, parce que On va c'est l'heure trinquer. de l'apéro et on aime bien. C'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est quand même l'heure de l'apéro. Ouais, hein. super. Merci beaucoup. Alors, J'ai l'impression que les têtes deviennent mieux voilà. au fur et à Non, mais mesure. c'est ça. Et donc, Sébastien, qui aime bien le champagne, et au Oui. fur et à mesure qu'on se côtoie, il affine son palais. Oui, alors on partait très très loin. Oui. Mais C'est- après, Au voilà. départ, le palier était très grossier. C'est ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, on part de loin. Mais en même temps, quand on part de loin, on peut que progresser. Ah ben là, oui, là, merci beaucoup d'ailleurs. Merci. Donc la Champagne, merci Yoann de nous recevoir Avec grand plaisir. dans cette belle maison, dans ces belles maisons Oui. parce qu'on est en Suisse, là on est entre le premier étoilé et puis la belle bistronomie de chez Fogo. Donc, C'est à resté, Fabrice Brouillon. c'est resté brésilien d'ailleurs, pardon. Non, Enfin, pas brésilien du- ou. non, pas du tout. Il n'y a que le nom Maintenant, qui est resté. Il n'y a quoi, que le nom finalement. qui est resté et le côté brésilien on le laisse à Alexandra et Oui. à notre Nosso, ami Aurélien, à Tampero, Nosso Paris. Tampero, voilà, On a tout pris, on a tout pris. deux très très belles entités fortes. Tout voilà, Dubaï. et Mais comme il y a un très beau feu quand même quand on rentre, Ah ouais. ce qui est sublime. on a deux beaux braseros, Voilà. on a une décoration aussi qui est assez jolie et voilà, ça a été ça, un peu ce tour de force dans cette maison au bout de 7 mois d'ouverture, faire oublier le chef parce qu'il fallait faire perdurer la maison. Ouais. Et les gens disent bravo Johan, mais moi je suis posé sur un assemblage de beaucoup de personnes qui ont fait que cette maison a perduré sur ce chemin court. Et c'est surtout, bah voilà, quand on parlait des directeurs de salle, souvent on est le visage de quelque chose. Et derrière, il y a plein d'autres choses. Et le chef est le même registre. On voit le visage d'un chef, c'est celui qui est dans les médias. Et quand on avait posé la question à M. Bocuse, mais M. Bocuse, quand vous n'êtes pas là, qui est-ce qui cuisine? Eh ben, exactement les mêmes que quand je suis là. Et en Oui. fait, la vérité, Non, c'est vrai. la vérité, elle est là. Des fois, on l'oublie. On a la sensation que c'est cette personne-là qui fait tout pour nous. C'est vrai. Il fait tout pour nous. Mais c'est pas pour ça que c'est lui qui produit tout pour nous. Et Ouais. la justesse des mots est importante. Donc Bien sûr. c'est ça qui est chouette. Alors, Je te remercie tous. tout a l'air facile quand même dans ce que tu dis. C'est le rapport humain, tout est simple. Est-ce que tu as eu, dans tes expériences, vraiment des énormes difficultés où tu t'es dit, là, je vais pas y arriver, ou j'ai un énorme doute, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose où là, tu t'es dit, là, ça va pas le faire? Je vais pas y arriver. Non. À avoir des grandes périodes de doute, oui, parce que je pense que c'est pas dû qu'à moi, mais on se remet énormément en question. On a un service midi, un service soir. Donc service du midi, on se remet en question. Service du soir, on se remet en question. Quand les gens disent on rentre en scène, c'est une pièce de théâtre, moi je suis pas d'accord parce que le texte il déroule et les partenaires ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, donc on vient jouer cette chose-là et puis le public il est le public. Nous, l'action qu'on va mener est en fonction de notre public. Donc c'est Oui. C'est vrai. c'est plus une partie one-man show avec une connaissance de texte en adaptation avec les gens qui sont Ça serait du face à théâtre nous. interactif. Hein, Exactement. hein. Et donc du coup, c'est là où on remet les choses en question et on essaye de faire en sorte d'avoir la psychologie la plus pertinente et la plus rapide quand les gens arrivent à table pour dire voilà, lui il vient pourquoi, comment. Alors on a l'info, des fois c'est un anniversaire, des fois c'est business, donc ça nous donne un critère de choix. Mais quand on a les tables, on doit vraiment faire un scan et dire voilà, qu'est-ce que eux ils viennent chercher, pas chercher. Est-ce qu'ils sont bien positionnés, pas positionnés, qu'est-ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils veulent qu'on les oriente, est-ce qu'ils en ont rien à faire, est-ce qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin, allergies, restrictions, comment, voilà. On est dans un spectre de coordination de personnes de compétences. Et nous, notre rôle, c'est ça, c'est de venir tirer les ficelles et venir jongler un petit peu. Et c'est, tu te faisais charrier tout à l'heure par Aurélien en disant ouais, tu serais pas un peu David Guetta. Et notre rôle à nous, c'est peut-être un peu de David Guetta, de dire voilà, moi j'ai mon set qui est réglé, mais en fonction de comment je vois mon public réagir, c'est peut-être le moment de passer une Peña Bayana, je sais pas, pour exciter un peu le mouvement et tout. Et là, voilà.
On a fait ça là régulièrement, donc ça fait rire tout le monde. Mais quand la salle est plutôt sympathique avec des gens un peu jeunes, quand il y a des anniversaires, on passe les petits Indiens de Buffalo Grill, la chanson génial. d'anniversaire. C'est ma chanson préférée. Ah non. Je te jure. Et sincèrement, Ouais. c'est sûr. un truc de fou. C'est tout le monde à la ref. Ah bah oui. Ouais. Et Bah, du coup, alors, ça oui. fait rire Allez tout la le voir monde. derrière la ref. Hein. Ouais. Anniversaire des petits Indiens, anniversaire des petits cow-boys. Ouais, Qui était effectivement une chanson que Buffalo Grill avait supprimée, tollée Non. des clients. Du coup, ils ont dû la remettre. C'est vraiment, il avait enlevé. Voilà. Voilà. Donc, Les gens venaient Mais plus à c'est cause de génial, ça. c'est génial que donc vous le voilà, passiez dans ce genre d'endroit. c'est génial. Alors, on le fait pas chez Episode, mais Non. on le fait chez Fogo et ça fonctionne bien. Et ça montre aussi toute la distance qu'on peut avoir sur certaines actions et permettre de faire passer un joli moment. On est là, on a la chance C'est d'avoir faire un les choses métier. très sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, quoi. c'est ça. C'est exactement C'est Ouais. ça. Mais en même temps, c'est pas que de la blague. C'est pas mis là par hasard, Ouais, c'est c'est un pré- acte volontaire, Ouais. C'est c'est malin, les c'est malin. répartitions. C'est très malin. Bien sûr. Voilà, donc c'est. Puis là, ça fait une vraie différence Bien sûr. par rapport aux Exactement. autres. Quoi. C'est-à-dire que tu es Donc, dans un superbe endroit, parce que bon, vous irez voir, mais c'est quand même des superbes endroits, tout est Ouais. hyper travaillé. Effectivement, quand tu balances les petits Indiens de Buffalo Grill, c'est un peu la quintessence. Tu te dis, bah, il y a cette confrontation un peu des deux mondes très sympa. Et forcément, oui, tu marques les esprits en tout cas. Exactement, donc c'est chouette, on aime bien ce genre de choses, voilà, parcours. Et puis Fogo épisode maintenant aujourd'hui, avec des gens qui nous font confiance. Certains parlent d'investisseurs, c'est pas d'investisseurs. On a des gens qui ont voulu se faire plaisir et ouvrir un restaurant. Ils sont impliqués à 100% avec nous, chacun à sa position. Nous, on est dans la production avec le chef et les équipes. Eux, ils sont dans une manière un peu plus gestion, mais avec une implication tout aussi importante que nous. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de sincérité, de sensibilité. C'est une maison qui est saine et heureuse, donc Ça, c'est rare. chouette. C'est rare parce que tu sais très bien que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours le cas quand quelqu'un investit, machin. Mais donc, oui, c'est bien de le dire parce que. C'est primordial. C'est des gens qui ont une dimension métier forte, qui ont une vision de la culture d'entreprise très très forte. Benoît dit l'entreprise c'est la mère nourricière. Il faut bien s'en occuper, il faut que les enfants s'en occupent bien parce que notre mère s'occupe toujours bien de nous. Et il est juste dans ses propos. Et il est conscient que il y a certains moments où il y a des hauts, des bas, on va pas se le cacher. La restauration aujourd'hui, il y a des jours on ne sait plus où les mettre, le lendemain on se demande où ils sont, on se demande ce qui se passe. C'est des variations qu'on n'avait pas connues avant. Avant on savait que des fois le mardi midi c'était creux. Et puis un jour tu fais mardi complet, semaine suivante tu fais mardi moyen. Donc on essaye d'équilibrer tout ça. Et eux c'est des gens qui sont derrière nous, qui ont investi de l'argent, mais qui sont en pleine compréhension du secteur. Ouais. Donc ils savent que il y a des choses, c'est pas dû à nous, c'est dû au milieu et à l'activité actuelle. Et quand c'est dû à nous, on fait une réunion, on fait un point, on dit attention, il nous l'a dit cette semaine. Là, Johan, je suis venu manger ce midi, je sais pas ce qui s'est passé, mais le service pour nous a été trop long. Il dit oui, ça a été trop long. Il dit ouais les gars, faites gaffe parce qu'en termes de timing, on avait besoin d'accélérer des gens, c'est lui qu'on a mis un peu de côté. On lui a dit, il dit ok d'accord, mais par contre il faut que tout le monde soit dans le même créneau. Bien sûr. Il comprend, voilà, et il n'y a pas de faux semblant. Il n'est pas là pour nous gargariser, il est là pour que la maison elle perdure. Il est toujours le conseil juste sur plein de précisions sur des assaisonnements. Et quand il faut être dithyrambique sur quelque chose, il l'écrit, il le dit les gars, on a passé une soirée, c'était top, tout le monde s'est régalé. Voilà, c'est génial ça. En fait, c'est pas quelqu'un qui on enlève juste entend les compteurs, tout. parce que parfois il y a ça. Exactement. Et on entend tout. En fait, nos oreilles, elles sont à 100%. Du bien, du pas bien, du moyen. Il y a un vrai échange et les mots sont dits en permanence. Et c'est ça aussi qui fait que la maison est belle. Ok. C'est bien vendu en tout cas. Oui, on en vit. Alors justement, puisqu'on parle de la maison, on a 2 belles assiettes. Et j'ai amené, Johan, comme on le fait souvent pour notre podcast, une bouteille donc, qui est à l'aveugle. L'objectif, c'est pas forcément de retrouver le vin, c'est de prendre du plaisir avec cette bouteille, parce que souvent, on a tendance à matérialiser ou imaginer des bouteilles. C'est un clin d'œil que j'ai en ce moment, parce qu'effectivement, comme le dit très justement Sébastien, c'est le vainqueur. Donc c'est le vainqueur de l'épisode. J'en parlerai un petit peu après, mais l'objectif, c'est que tu nous parles des assiettes et qu'on puisse partager ce verre ensemble. Voilà. Alors, déjà, sachez qu'on a 2 assiettes, parce qu'on a les 2 univers. On a à la fois la partie Fogo, donc cette préparation à la braise, on cuit tout au Josper, donc les feuilles de moutarde, les Saint-Jacques ont été grillées directement sur le Josper. Petit tips sympathique,
On les met sur une brochette, comme ça on vient les griller de manière unanime. Les trois sont cuites de la même manière, comme ça on a vraiment une régularité sur la noix de Saint-Jacques. On a un bouillon légèrement crémé et épicé, un petit kimchi oignon navet, beaucoup de gourmandise dans ce plat. Ce qu'on aime avec cette Saint-Jacques, c'est le goût de la flamme, assez léger, une cuisson nacrée qui fait penser aux belles tables qu'on peut parcourir, et le côté oignon kimchi confit avec cette partie soyeuse en bouche et le crémeux légèrement pimenté qui va donner une dynamique. De l'autre côté, on a les radicchios de notre ami Marc Faragoni, son potager, le cresson qu'on va retrouver à la fois légèrement tombé au beurre et à l'huile en poêle, comme ça il est juste tiédi. Vous avez la partie mousseuse qui est un coulis de cresson légèrement émulsionné, le confit de radis légèrement pimenté, vinaigré, et les noix de Saint-Jacques qui sont en partie crues et en partie crues fumées. Comme ça, quand on est chez Épisode, on a un rapport à Fogo, le côté un peu barbecue qui perdure sur les deux. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'Aurélien ne savait pas qu'on avait ces deux assiettes-là dans les compositions. La manière dont j'ai goûté le vin, bravo, parce que je pense qu'il y a du talent et il y a aussi un coup de bol. Mais le coup de bol, c'est que là, le vin cœur, vous l'écrivez comme vous voulez, mais en tout cas, il gagne sur les deux assiettes. Et ça, c'est hyper cool. On va pas la jouer grande dégustation. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est face à un vin coup de cœur. On a une belle aromatique qui est extrêmement bien définie. On a une bouche qui est d'une extrême tension, mais en même temps, on a une jolie salinité et suffisamment de richesse pour aller basculer sur le côté un peu plus végétal, classieux, mais en même temps rigoureux de cette Saint-Jacques fumée avec le cresson. Et le cresson, c'est pas facile parce que ça peut donner un côté ferrugineux des fois qui est désagréable. Et de l'autre côté, la partie beaucoup plus consensuelle, le crémeux, le confit, la Saint-Jacques assez riche. Je sais pas si quand vous allez écouter votre podcast, vous allez être sorti de chez vous ou encore dans le métro, sur le trajet travail ou sous la couette. Mais nous, ce matin, quand on est sorti, il faisait très très froid. Et ce côté réconfortant de la Saint-Jacques avec ce joli verre de vin va fonctionner à merveille. Bah, super. Toi, Seb, qui est la partie plus assise, comme tu le soulignes souvent, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a une odeur particulière. Et je ne saurais pas dire ce que c'est. Mais t'aimes ou t'aimes pas ? Ben, j'aime bien. Alors, au nez, pas du tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire, je me dis, ça, je ne boirais pas. Vraiment, ça, c'est pas ce que j'aime. Il y a une odeur, en fait, presque pas de vin. D'ailleurs, un truc, alors je sais pas si vous le faites, encore une fois, je pose des questions un petit peu comme elles viennent. En tout cas, moi, j'ai déjà fait dans ma famille, de goûter les vins à l'aveugle, mais vraiment les yeux fermés. Donc, vraiment à l'aveugle au sens propre du terme. Et en fait, les gens sont parfois surpris s'ils estiment qu'on ne peut pas confondre un rouge, un blanc, un rosé, etc. Alors que en fait, ça peut arriver. Parce qu'en fait, c'est un vieux test connu. C'est que quand tu mets un liquide jaune, les gens vont penser que c'est du citron. Et orange, ils vont penser que c'est de l'orange. Alors parfois, c'est l'inverse. Petite histoire à te raconter là. Il y aura en plus une petite anecdote de Yoann. Mais du coup, au nez, je ne saurais même pas dire. Et donc j'ai fait le test très récemment. J'ai pris 3 vins différents, 3 couleurs différentes, et les gens n'ont pas forcément su. C'était pas si clair. Alors vous, pour les professionnels, c'est peut-être plus ça, mais d'une manière générale, voilà. Donc au nez, je sais pas. Et par contre, oui, quand on le goûte, il est Je crois qu'on va manquer alors je sais pas comment le décrire, mais je trouve qu'il est à la fois, au départ, un peu agressif, et en fait, il s'adoucit au fur et à mesure. Voilà, c'est avec mes mots, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Mais c'est ça. Bon, voilà. Non, très bien. Très bien. Et je vais goûter du coup aussi, bien sûr. Alors les fameux légumes de marque, alors. C'est cela. Marc Faragoni, qui est à côté de Provins, qui est une personnalité à notre image, c'est-à-dire fou passionné de son métier, de sa terre, de ce qu'il produit. Il a une équipe incroyable. Marc est soutenu par notre maison depuis maintenant 2 ans, et puis il avait besoin de se développer un peu plus, donc il travaille maintenant avec les copains, donc Maison Avoise, ici les Moulineaux. Les copains. Exactement, il travaille un petit peu avec Irwin, Durand, voilà, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour lui, et puis à chaque fois il nous livre des produits incroyables, donc il y a une chose que j'avais oublié de parler dans cette Saint-Jacques-là, la version
la version Fogo, ce qui est cool, c'est les crônes. C'est Ah des ouais. légumes qu'on mange pas suffisamment. C'est génial, j'adore. Alors, je sais même pas ce que c'est les crônes. Ah, C'est ces petits légumes en forme de verre. Ouais, ça là, Voilà. D'accord. c'est génial. C'est une texture d'artichaut Ouais. pomme de terre avec un goût très soyeux. Ouais. Et puis il y a une texture qui est géniale. Mm. C'est légèrement relevé, donc tu disais que c'était apporté par... On a un peu d'huile de piment dedans. Ah ouais, mais c'est malin parce qu'avec le fumé, ça apporte vraiment une complexité très texturée, j'adore ça. Bon, je t'ai fait, Ah ouais. je t'ai fait un petit clin d'œil, Johan, parce que je sais que tu aimes les vins blancs de qualité et surtout de ta région. Donc je vais te montrer ce que c'est. On va reprendre un petit verre, Oui. si vous le permettez, On va trouver. pour qu'on puisse... Bah, de toute façon, on est bien. Ouais, je vais en profiter pour raconter la petite anecdote Ah oui, sur, allez. sur ce que t'expliquais sur les couleurs. Oui. Quand je suis arrivé au Fat Duck, Donc le restaurant le en restaurant Angleterre. 3 étoiles en Angleterre, cuisine moléculaire, on m'a déposé une assiette Bernardo carré blanche avec dedans 2 carrés. Hmm. Un carré jaune, un carré rouge. Hmm. En nous C'est indiquant, vous avez face à vous 2 cubes de gelée. L'un est à l'orange, l'autre à la betterave. Commencez par l'orange. Ah. Et donc du coup, je goûte le premier, je goûte le deuxième, et je dis ah, c'est hyper marin, Hmm. c'est hyper marrant. Bah oui, voilà. Il me dit mais quoi? Bah je dis en fait l'orange ça sent la betterave et le rouge ça sent l'orange. Hmm. Et il me dit bah bien joué. Ouais. Il me dit tu vas voir. On servait ça, c'était le premier élément servi. On est en Angleterre, on sert de la gelée. Côté marrant. Sincèrement, je pense, de mémoire, 75 à 80% des gens ne faisaient pas le lien avec la différence de couleur. Mais non. Donc, orange sanguine pour faire l'orange et betterave jaune pour faire la betterave. Et ça sent la terre, ça sent l'acidité, l'orange, mais quand on te dit, commence par l'orange, tu Ouais. commences par l'orange, la couleur qui pour toi Mm. est associée à ce fruit, et donc du coup tu bascules Bien dessus. sûr. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super élément qui permettait de mettre les gens dans l'ambiance. Mm. Et quand je dis les gens dans l'ambiance, c'était à la fois les clients et le personnel, parce Ouais. que ça nous permettait de savoir à peu près Ouais. à qui, alors pas qui on avait affaire, mais de savoir dans quel processus on s'orientait sur le repas. Mais d'où l'importance, parce que du coup, ça envoie toujours une information au cerveau. Donc effectivement, quand c'est rouge, on te dit en plus, bah, goûte la betterave, c'est le rouge. Le cerveau te dira que c'est de la betterave, et en fait, tu sentiras même la betterave. Donc en fait, pour boucler avec vos métiers, certes, ils ont bien fait le job, c'est bien présenté. Vous, après, vous le présentez encore mieux derrière. Du coup, déjà, tu as mis une information quand même dans le cerveau du client. Tu mets dans de très bonnes dispositions pour quand même goûter quelque chose. Donc si tant est, il fallait encore prouver que, bien sûr, les métiers de la salle étaient hyper importants dans le process même de dégustation pure, ben ça, c'en est la preuve. Oui. Voilà. Du coup, je sors cette bouteille. Je suis allé au domaine il n'y a pas longtemps et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et c'est marrant parce que quand on parle de Tourangeau, de Johan qui nous a toujours vendu sa région, je dis c'est vrai qu'il n'a pas tort. Parce qu'il y a des sacrés vignerons, encore plus aujourd'hui, comme le domaine des pierres écrites, on le cite parce que c'est un domaine que j'ai goûté il y a quelques années, que personne ne connaissait, qui fait partie aujourd'hui des grands domaines. Qui est le domaine avec qui j'ai les vignes, avec qui je collabore, Anthony et Coralie Rassin, qui sont mes grands amis, mes copains, et avec qui cette aventure vitivinicole est exceptionnelle. Voilà. Donc c'est pas ce domaine-là, mais c'est un domaine que tu aimes bien, je pense. Ouais. Et voilà, je voulais te faire C'est un la petit frelonnerie ou pas? Ah non, c'est pas la frelonnerie. Ouais, ok. Bah j'étais chez eux. Domaine Bonigal-Baudet, c'est Claude Beauce, ok. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire une cuvée avec eux. Ouais, génial, vas-y, raconte. Voilà, on est plusieurs copains, Alexis Boisseau, Vincent Cochard, Léo Pénaud et moi-même, on est 4 Tourangeaux. Et post-Covid, on a eu l'idée de faire une cuvée, tous les 4, la cuvée des Tourangeaux, avec du coup Bonigal-Baudet et avec JB. On a fait cette cuvée qui s'appelle La Vie. Mhm. Léonard, Alexis, Ah. Vincent, Johan, Génial. donc LAVY. En partenariat avec eux, c'est Shiwa Chan de chez Yamcha qui avait fait l'étiquette. Parce que Shiwa est un ancien graphiste qui s'est retrouvé à faire de la restauration par amour pour sa femme Adeline. Et donc il a mis le thé à la place du vin parce que lui il était un gros consommateur et amateur de thé. Donc c'était D'accord. des premiers à avoir fait les accords thé et plats dans un restaurant. Et ce domaine, je les aime beaucoup. C'est des gens Alors, je dis toujours ce mot de sincérité, mais quand on parle d'eux, si on connaît un peu leur histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que
Ils étaient tous les deux à l'école ensemble. Et puis quand JB a eu l'opportunité de reprendre le domaine, il a été voir son copain et lui a dit écoute, je vais reprendre le domaine familial. Ah ouais, c'est cool. Ouais, mais par contre, je le reprends avec toi, ça sera Bonigal Baudet, sinon je le reprends pas. Ah oui. C'est justement Baudet. Voilà. Baudet qui est Sébastien Baudet qui est son copain. C'est qui est son copain d'école. Il a dit voilà, je reprendrai le domaine si t'es avec moi, sinon je le fais pas. Il y a beaucoup voilà, d'histoires comme ça quand même dans vos Ouais, domaines. Hein. C'est quand même beaucoup c'est- d'histoires de copains, de fratries. faut C'est savoir- beaucoup ça, hein, les frères Ah, machins oui. qui font Ouais. un vin, les copains, c'est toujours. Exactement. Mais tu C'est souvent vois, ça. c'est marrant, mais on dit que Johan n'est pas du tout sommelier, quoi. Et il te parle de ça. J'ai ramené une Ouais, bouteille. et Je pas me dis, sommelier, il a une veste avec Voilà. une feuille de vigne. Il avait un bar à vin. voilà. Ouais, non, mais c'est un domaine que j'aime beaucoup en ce moment. C'est mon vainqueur en ce moment. Et voilà, je voulais te faire un petit clin d'œil parce que je savais qu'il y avait une histoire derrière. Donc, partager avec une cuisine de cœur, justement, c'est toujours très agréable. Et c'est vrai que ça va en plus très bien avec les deux plats, pour le coup. Ça va là, très bien avec les deux génial. plats. Donc, Seb, et- Bravo, ouais, bravo. En même temps, le chenin, c'est quelque chose qui se marie avec tout. Donc Ouais. c'est facile, c'est le plus beau cépage du monde. Ouais. Mais dans toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure, Ouais. le geste, il est là en fait. Mm. Ce qu'Aurélien est en train de faire là, c'est une explication. Mm. Il ne connaissait pas les plats. Effectivement, ça fonctionne. Mais le choix du flacon a été orienté par rapport à moi et la volonté de me faire plaisir à travers son plaisir, parce que lui aussi aime beaucoup ce flacon. Il sait que c'est quelque chose qui me touche et qui allait me faire plaisir, mais surtout le bonheur de pouvoir le partager bien ensemble. sûr. Donc tu es l'élément collatéral, tu en profites, Mm. heureux à toi de Ouais. pouvoir profiter de cette chose-là. Mm. Mais c'est bien la démonstration de nos établissements et de la volonté de ce qu'on veut faire plaisir. Bien sûr. Et les mots que tu mets sur les vins, comme somme toute tu dis tu pars de loin, Mm. et la vérité de ce qu'est être notre profession, c'est de toujours être à l'affût de la recherche, de la compréhension, de grandir par rapport à tout ça et surtout d'être jamais blasé de rien. Oui. Les gens disent oui mais vous c'est facile, vous pouvez aimer le vin, vous buvez que des grands vins. Non, on boit pas que des grands vins. Et en fait on a besoin aussi de boire des vins qui sont... C'est pas des mauvais vins, c'est juste des vins qui sont faits de manière différente. Quand on sait ce que représente la production de vin, très sincèrement il n'y a pas de mauvais vin. À moins de connaître les gens qui mettent de la mauvaise volonté à produire quelque chose d'une manière désagréable, mais sinon ça représente tellement qu'il faut aussi être conscient du travail que c'est. Bien sûr. Et puis après, en termes de commercialisation, en termes d'univers, on a des choses qui sont diverses et variées. Donc, Et à l'image de Et que le votre prix, podcast. et le prix n'est pas toujours le reflet. Hein. Faut aussi Exactement. le C'est préciser. pour ça que la dégustation à l'aveugle est quelque chose de Exactement. très intéressant. Exactement. Parce que On va parfois. boire il y un a- coup parce que Oui, bah oui, Ouais. on a un peu soif. quantité est père de la vérité. Alors déjà faut le dire, alors même si on revient un peu sur le vin, il peut pas s'empêcher, Aurélien, il est comme ça. Hein. C'est vrai que, alors moi qui suis bordelais, donc je prêche toujours un petit peu pour ma paroisse. Attendez, je reviens, je vais brûler un cigare pour monsieur. C'est moins bien qu'avant. Ça sent moins bien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, pas c'est vrai. non, mais c'est les gens qui pensent que c'est moins bien qu'avant. Parce qu'il y a une sorte de Bordeaux bashing qui Ouais, existe oui. depuis Bon, qui plusieurs commence à... Après, depuis plusieurs années. le prix des Bordeaux a fait que le Bordeaux bashing s'est aussi fait un peu tout seul. Hein. Ouais. Oui, mais ça c'était il y a longtemps quand même. Hein. Oui, oui. Parce que maintenant les Bourgognes ils abusent un petit peu. Hein. On On est bien va d'accord. pas faire une guerre Bordeaux-Bourgogne, mais ils abusent quand même, clairement. Alors après, eux ils ont quand même 3 fois moins de parcelles. Donc il y a aussi une réalité économique. Ce sont des gens qui font des entreprises. Hein. Et pour rentabiliser un appareil de production, quand tu as 3 fois moins de vin à sortir, fatalement, le prix à la bouteille est moins lissé. Bon, ça, il y a aussi des... Donc c'est pour ça que je disais, je voulais revenir là-dessus, sur le prix et pas forcément le reflet d'eux. C'est aussi toute l'histoire parfois des terroirs qui ont moins de bouteilles à vendre et que parfois c'est très cher, parce qu'il y en a moins. Et il faut qu'ils vivent, hein, ce qui est logique. Mais c'est quand même un choix, pour les profanes que je suis, qui se fait beaucoup comme ça. La carte de restaurant, en boutique, en cave. Parfois, c'est aussi quand même l'indicateur. Et donc, c'est aussi là que on revient encore sur les sommeliers, mais que les sommeliers ont vraiment leur rôle à jouer. Déjà pour détecter si la personne, 50 € c'est trop cher, mais en même temps, qu'est-ce qu'il aime. Donc, par rapport au goût, ce que tu disais, hein, d'aller bien creuser finalement. Parce que peut-être qu'un Pétrus, j'aimerais pas. J'en ai jamais goûté, hein, mais peut-être que j'aimerais pas finalement. Alors qu'une bouteille à 50 €, peut-être que j'aimerais, parce que ça correspond peut-être plus, tu vois. Ça dépend un peu de chacun. Et justement, c'était ma question. C'est comment vous faites tous les deux, alors pour le vin ou pour même d'une manière générale les plats, parce qu'il faut aussi conseiller des plats. Comment vous faites pour détecter ça, les petits signaux faibles de quelqu'un qui peut-être est peut-être un peu juste financièrement ou peut-être a des goûts différents. Comment on fait pour finalement faire une cartographie ou une photographie, on va dire, d'un client sans qu'il le dise, sans qu'il parle? Alors, pour les, pour les plats, on a du questionnement. Savoir s'ils ont une orientation,
plus poisson, plus viande. Si on prend l'exemple de chez Fogo, on a une carte avec beaucoup d'éléments de partage pour débuter. Donc des fois, quand on sent qu'il y a des budgets un peu serrés, on leur dit voilà, vous savez, vous pouvez partager une entrée. Alors, c'est peut-être, pour certains, ils diront oui, mais commercialement, tu t'y retrouves pas, tu fais pas assez gagner suffisamment d'argent à ton entreprise. C'est pas vrai. Parce que apporter l'élément juste à la personne, on dit toujours un client satisfait en rapporte 10, un content mécontent en fait partir 15. C'est un peu juste de dire voilà, venez chercher ce que vous voulez. Moi, le plus important, c'est quand j'ai les personnes face à moi, je veux leur prendre leur maximum de ce que je peux. Mais c'est pas pour arnaquer les gens. C'est de dire voilà, lui, son budget, ça va être quoi ? Dans le spectre, en montrant différentes choses et en donnant différentes voies, je vais pouvoir mesurer jusqu'à quel niveau on peut prendre de l'argent. Il y a aussi les facteurs visuels sur lesquels on s'appuie, mais qui ne sont pas pairs de vérité. Par exemple, quelqu'un, on va regarder son poignet, quelqu'un, vois la valeur de sa montre, je sais que c'est potentiellement quelqu'un qui a la faculté à dépenser des sommes d'argent conséquentes pour certaines choses. Qui porte une Rolex à 15 000 euros n'est pas forcément prêt à mettre plus de 50 euros dans une bouteille de vin. Oui, donc c'est un marqueur, mais c'est pas un indicateur. Donc à partir de là, on va commencer à montrer sur la carte différents prix, avec le même questionnement. Est-ce que vous avez une région, une couleur que vous affectionnez ? On va montrer différentes lignes, et en fonction des lignes qu'on monte, de toute façon c'est très facile. Il y a juste à regarder ses yeux, et on va voir comment les yeux se déplacent. En fonction de la valeur des yeux, on va pouvoir... sur le prix, en fait. D'accord. Exactement. Donc là, on va pouvoir juger comment ce qu'on fait. Et après, nous, et Aurélien, et beaucoup de grands sommeliers que je connais, c'est gentil. On est là pour vendre des flacons qui sont en correspondance avec ce que les gens veulent. Et quelqu'un qui vient un jour dépenser une bouteille à 50 euros parce qu'il est peut-être avec quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le vin, ou qui n'a pas d'appétence particulière pour ça, mais lui veut quand même se faire plaisir avec un joli flacon. Et c'est là où je reviens avec tous ces grands sommeliers, que quand on est dans les belles cartes des vins, des sommeliers émérites, une bouteille à 50, une bouteille à 10 000, c'est toujours une belle bouteille de vin. La valeur intrinsèque du vin n'est pas que financière, on l'a expliqué tout à l'heure, mais par contre, toute personne qui fait rentrer les flacons sur sa carte, c'est des vins qu'ils affectionnent, qu'ils apprécient, et qui savent que c'est ce que eux considèrent un bon vin. Parce que c'est aussi très subjectif. Bien sûr, évidemment. Et à partir de là, on choisit. Mais le jour où vous faites ce conseil-là, quand la personne, elle part, imaginez que ce monsieur, il a monté une société qui, dans 6 mois, il va la vendre, il prend un énorme chèque. Il se sera souvenu de vous, le discours que vous lui avez tenu, la manière dont vous avez orienté la discussion. Et quand il va venir chez vous, ça se trouve, il va vous craquer la plus grosse carte, la plus grosse bouteille de la carte, parce que l'élément de célébration, ça se fera chez vous. Et nos univers, c'est ça aussi. C'est d'avoir la chance de célébrer des anniversaires et des fêtes de dossiers, de contrats, de tout Bien ce qu'on sûr. veut. Mais après, ce spectre de choix, il est orienté sur différentes questions. On a dit des couleurs, des produits, des autres. Il y a un rapide coup d'œil aussi sur des valeurs financières. On sait que les gens sont prêts à dépenser des certains montants pour des éléments. Et puis après, on est toujours dans ce questionnement et on va un petit peu à tâtons. Et c'est pour ça que, conseil pour tout le monde, même si je sais que ça se fait de moins en moins, mais les gens, quand vous allez au restaurant, évitez de prendre l'apéritif ailleurs et prenez l'apéritif au restaurant. Parce que prendre l'apéritif au restaurant, ça nous permet de nous donner un instant avec vous qui nous donne une orientation sur le potentiel client que vous êtes. Donc d'une, ça nous fait gagner plus d'argent, c'est très bien pour nous. Et deuxièmement, c'est un échange assez sympathique qui nous permet d'avoir une belle orientation sur ce qu'on peut faire. Et après, sur épisode, on a un menu unique, donc c'est différent. Et la clientèle, on le voit, nous, on est plus une clientèle de destination, on va dire, d'un potentiel très carré. On a l'accord mets et vin, on a le menu dégustation, on sent que les gens viennent pour être vraiment pris en charge. Donc très souvent, c'est apéritif, cocktail ou 2 coupes de champagne. Et ensuite, ça déroule soit le menu 5, soit le menu 7, avec l'accord mets et vin. Et comme ça, eux, ils ont leur budget qui est carré. Et aussi, ils se laissent emporter par la structure. Oui, il y a combien de tables ? Il y a 7 tables chez épisode, on fait 16 couverts. Ouais. Voilà. Et tout en sachant que, voilà, Albert, encore une fois, fait une sélection de vins au verre pour l'accord mets et vin, qui n'est pas comme dans certains établissements, on peut retrouver, voilà, on met ça au verre parce que ça passe dans l'accord et puis on passe les vins. Non, il y a une vraie définition du choix des vins où des fois, Albert, il va un peu trop loin. On se dit que là, sur la marge, on va être un peu juste. Mais bon, quand tu goûtes le plat, tu dis, il a encore raison, Albert. Il a encore raison, Albert. Et on pense aux gens et on calibre
de manière différente sur autre chose. Mais au moins, quand vous venez faire l'accord Mets-et-Vins ici, vous avez la justesse parfaite. Et, je reviens encore à elle, mais je pense qu'en termes d'accord Mets-et-Vins, la personne la plus grandissime que j'ai jamais rencontrée de ma vie, ça reste Marine Delaporte. Mais oui. Avec un menu qui change quasiment à chaque service chez Yamcha et qui a une aptitude à faire ce genre de choses absolument incroyable, sans limite. Et voilà, podcast Marine Delaporte, très important. Podcast on Marine ira voir. Delaporte. Alors, Yamcha qui est un restaurant chinois, cuisine chinoise. Franco-chinois. Ouais. Franco-chinois, étoilé. Hein. Étoilé. Mais tu connais bien, dis donc. Ouais, mais je prépare les épisodes. Wow. Ah non, mais attention. Oui. Eh ben oui. Et d'ailleurs, oui, parce que je me suis baladé un petit peu sur le profil de Yohan, de Instagram, hein, qui est super, on apprend beaucoup. Tu fais des vidéos. Effectivement, les gens de la salle sont pas toujours les meilleurs là-dedans, mais toi, tu t'en parles très bien. Ouais. C'est très bien fait. Et tu consacres du temps. Enfin, ça se voit que tu veux expliquer et simplifier tout ça. Parce qu'encore une fois, quand on n'est pas de ce milieu-là, je le dis à chaque fois, mais il y a un côté complexe qui est terrible sur les vocabulaires employés, les mots, les adjectifs. Enfin, parfois, tu te dis, est-ce que je suis même légitime de goûter un truc comme ça? Parce qu'on m'a dépeint une sorte de chef-d'œuvre. Est-ce que j'aurais le droit? Donc toi, c'est très bien expliqué. Ton profil est très sympa. Beaucoup de followers quand même. Hein. Mine de rien, il y en a quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Pas tant que ça, mais Bah, une communauté forte. Communauté forte, fidèle. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, ma petite question, avant qu'Aurélien fasse son coup de feu terrible. Exactement. Parce que tu as l'air, et en interview d'ailleurs, ça sera peut-être une nouvelle question d'ailleurs dans le podcast, on interview beaucoup de gens qui sont en réussite, il faut quand même le dire, et tu es en réussite, et tu parles très bien, et ça se voit que ça marche bien. Je t'ai posé une question tout à l'heure sur les moments de doute, tu as dit qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce que si le Yohan d'aujourd'hui, il rencontrait le petit Yohan, qui n'est pas retenu dans les U15 nationaux, qu'est-ce qu'il lui dirait? Ça serait quoi la discussion? Je reste persuadé que on a beau faire tout ce qu'on veut, il y a quand même quelque chose qui est écrit. Ça concerne que moi, c'est une philosophie. Je pense que il y a une culture de la personne où il y a un petit quelque chose qui est écrit et si tu veux, au-dessus de ta tête, tu as une ficelle avec des mouvements, avec des orientations à faire, mais c'est ma philosophie. Je pense que je peux essayer de transformer beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est quand même intrinsèquement écrit et qui va faire un chemin. Si j'avais à parler au petit Yohan qui était à l'époque dans les U15 et tout ça, je lui dirais surtout de continuer ce qu'il est en train de faire et de jamais lâcher la volonté de ce que lui a décidé. J'ai jamais eu de période de doute vraiment dans ma vie où j'avais un doute par mois. J'ai eu souvent des périodes de doute parce que beaucoup de personnes m'ont parlé en me disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, t'es comme si tu dois faire ça, t'es comme si tu... Non. En fait, mon doute a été dû aux personnes qui pensaient vouloir faire le meilleur de moi. D'accord. Ce qui est pas un reproche, au contraire. Quand vous avez des gens avec vous qui veulent obtenir le meilleur de vous, c'est fantastique. Et il y a une personne en particulier, c'est ça, je l'ai cité tout à l'heure, mais Antoine Petrus, qui est mon ami depuis très longtemps, moi je suis pas Antoine, et je serai jamais Antoine. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a toujours voulu le meilleur de moi, et qui m'a tiré dans des sens en disant « Ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Je l'ai suivi, et il y a des moments où je l'ai quitté. On s'est un peu accroché sur des formes. Tu me dis « Ouais, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça ». Oui, parce que toi, t'es Antoine, moi je suis Yohan. Tu veux le meilleur de moi, mais je sais que moi, je fais sûrement une erreur. Mais je le fais de cette manière-là. Et c'est comme ça. J'ai aussi mon pote Pierre Villapaléja qui m'a drivé dans ces choses-là, qui m'a poussé pour les concours, pour l'humain, en permanence. Où on est là à s'aider l'un à l'autre, ou qui m'a dit « Mais arrête d'avoir des doutes, vas-y ». Je dis « Mais en fait, c'est pas le doute, c'est vous me mettez le doute. T'es persuadé de quelque chose et on te met le doute. Alors c'est bien parce que il faut le faire, parce que sinon des fois tu vas dans le mauvais sens et du coup tu te craches. Mais des fois il faut y aller. Et puis de toute façon quand tu fais une erreur, là, c'est comme tout, faut pas y aller à moitié. Vas-y quoi. Je suis dans l'erreur, j'y vais à fond, voilà. Et c'est aussi une des facultés de nos professions, c'est que quand il y a un problème, on sait gérer les problèmes, on les prend à bras le corps. On y va à fond et on corrige les problèmes. On en a toujours, on en a eu, on en aura d'autres. On prend les choses à bras le corps et on corrige. J'en parlais avec mes copains vignerons que j'admire exceptionnellement parce qu'eux, ils ont un pouvoir de projection. C'est des gens, ils ramassent un raisin
Ils vont en faire un jus de raisin qu'ils vont faire fermenter dans des contenants plus ou moins différents, qui vont garder plus ou moins longtemps. Et de ça, ils vont ressortir un vin avec un profil. Cette vision-là, moi je ne sais pas quelles sont les personnes de la profession, mais moi je ne l'ai pas. Par contre, 2h30 de temps, tu nous mets un service dans les mains, il y a plein de situations à gérer, tac, 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 ça on sait faire. Ça, c'est ce pouvoir-là d'un petit milieu, c'est notre façon de faire. D'accord. Donc cette période de doute-là, on arrive à la jouer. C'est pour ça que quand j'ai fait le MOF, il y avait un sujet sur le fromage, et sur ma pièce, il y avait marqué « Le temps est le père de la vérité », qui est de François Rabelais. Et oui, encore un Tourangeau, parce qu'on est très attaché à tout ça. Et le temps est père de la vérité, parce que un laps de temps peut être très long quand c'est 1 minute. Reste le doigt coincé 1 minute dans une porte, tu vas voir, c'est très long. Bien sûr. Et en même temps, planter une vigne, avoir des raisins et pouvoir faire du vin, ça peut prendre 5 ans, ce qui est finalement un temps très court pour cette action-là. Donc c'est ces choses-là qui sont importantes de prendre en considération. Mais en tous les cas, il faut douter, il faut stresser, il faut se mettre dans ses retranchements pour aller chercher le meilleur de soi-même et aller un peu à l'image d'une sauce, aller concentrer tous ces sucs intenses pour que quand on le prenne après, on ait le juste goût. Bravo. Bravo. Ouais, c'est Allez. très bien. Alors, oui. Justement, Voilà. petite... Question fatale. Attendez, moi je vais manger un petit bout de salade parce que personne mange. On boit un petit coup avant. Ah ouais, ça c'est bien. Donc là, je vais te poser des questions assez rapides. Il va falloir que tu répondes de manière instinctive. Mais il y aura aussi, parce qu'on l'a fait quelques fois, des moments où on va te demander pourquoi. Alors, Johan, t'es prêt? Restaurant, bistrot ou gastro? Un peu des deux. Très bien. Service du midi ou service du soir? Du midi. Service professionnel mais guindé ou service décontracté mais avec un manque de précision? La première version. Tu préfères un chef à la cuisine d'auteur ou un grand technicien? Cuisine d'auteur. Costume ou uniforme? C'est la même chose. Basket ou chaussures de ville? Sneakers. Sneakers. Sneakers, c'est vrai. Service au guéridon ou à l'assiette? Guéridon. Alors pourquoi? Service au guéridon parce que on le voit que très peu aujourd'hui. Et quand on fait un service à l'assiette, on fait qu'un service à l'assiette. Quand on fait un service au guéridon, finalement, on fait un service à l'assiette. Chose que je n'aimais pas trop auparavant, avec lequel je révise ma copie fortement. J'accepte aujourd'hui d'avoir les cuisiniers en salle, chose qui m'horripilait avant. Mais avoir un travail de guéridon en complémentarité de salle ou en complémentarité de cuisine, je trouve ça assez sexy. Et 31 décembre 2025, restaurant Fogo, on fait un dîner festif et on s'est dit qu'il faut trouver un moyen de faire Fogo sympa, mais 31. Du coup, on va faire un esprit de service au guéridon en mode Fogo, c'est-à-dire que toutes les assiettes de garniture sont dressées en assiette. On déposera les assiettes sur table. Et en version Fogo partage, l'élément principal protéique, la viande, sera déposée au centre de la table avec la sauce servie par l'équipe après. Donc c'est-à-dire qu'on dresse les assiettes de garniture qu'on pose sur table. La viande est au centre de la table, chacun se sert. Et une fois que les gens se sont servis, on viendra mettre la sauce. Comme ça, il y a toute l'orchestration de la maison, du service, du côté festif qu'on fait ensemble. Et on a voulu faire ça avec Guillaume et on a trouvé ça hyper cool. On a trouvé ça hyper cool de faire ça. Il y a un côté fête du 31 en famille. Il y a un côté fête du 31, il y a un côté... on est chez Fogo, donc l'ADN de la maison, c'est aussi le partage. Ouais. Et que quand on est en table festive, c'est quand même sympathique de pouvoir servir les autres. C'est le côté partage de la table familiale. Même si on n'est pas en ces murs, faire un peu comme à la maison. Alors, si je puis apporter un truc sur le côté guéridon, en tant que client, il y a un côté sympa. Ah bah oui. Il y a un côté spectacle, quoi. Ouais. On aime bien. Tout le monde s'arrête un petit peu de... C'est tellement rare, effectivement, aujourd'hui. Tout le monde s'arrête un petit peu et dit, attends, qu'est-ce qu'il fait? Je veux la même chose. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et il est en train de couper un truc, je veux ça. Ouais, voilà, je veux aussi qu'ils viennent faire ça. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Plutôt poisson ou viande? Viande. Fromage ou dessert? Fromage. Tu es plutôt buveur d'étiquette ou découverte? Découverte. Découverte. Plutôt, quand tu bois du vin, tu es plutôt Bourgogne, Grand Bourgogne ou plutôt Loire découverte? Loire découverte. Vouvray ou Montlouis? Montlouis. Même si avant c'était la même appellation, mais il était temps de séparer les choses. Important. Hein. Plutôt entrepreneur ou employé? Employé. Pourquoi?
Employé parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, j'ai été entrepreneur, j'ai eu mon affaire. J'aime bien ma position d'employé, mais une position d'employé qui travaille comme un entrepreneur. Ça, oui. Je consacre énormément de mon temps au travail parce que j'aime ça. C'est pas un sacerdoce. J'aime le travail. Foncièrement, j'aime vraiment le travail. J'ai la chance d'avoir un travail qui me passionne, donc j'aime beaucoup, beaucoup mon travail. Et j'ai la chance aussi d'avoir une femme qui comprend le fait que j'aime beaucoup mon travail et que j'y passe beaucoup de temps. Et ça, c'est très important, ça, hein. de le préciser. Ta femme qui est entrepreneur aussi. Donc, Ma femme qui est entrepreneur. Et j'ai toujours travaillé comme si cette maison, Fogo épisode aujourd'hui, mais toutes les maisons d'avant, comme si c'était la mienne. Ouais, ownership. Voilà. Mais par contre, voilà, le fait de, même si dans ma tête, quand ça va pas, ça va pas pour moi aussi. Le fait d'en être un petit peu détaché, je pense, ça me donne un petit kick de performance complémentaire. Oui, et c'est une chance de t'avoir dans une maison parce que tu réagis comme si c'était chez toi. Et d'où dans ton ancien bar à vin comme chez soi. Comme chez soi. C'est magique. Enfin, je veux dire, moi, pour avoir bossé avec toi, on était tous les deux comme chez nous, quoi. Enfin, dans nos entreprises, c'était chez nous, et c'est pour ça qu'on a cette fibre de l'entrepreneuriat. Toi, Seb, t'es quelqu'un qui recrute des gens, et donc tu vois différents profils, c'est son métier. Et c'est vrai que tu vois différents profils, mais quand tu as ce profil ownership... Ah ben c'est celui qui est recherché partout. Parce qu'en fait, alors toi, ça répond à deux trucs, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, l'envie de création, et effectivement aussi c'est moi le boss du truc, hein. Mais en même temps, je pense, et quand tu as monté ton truc, il y a un côté, quand tu es entrepreneur, parfois tu as des nuits blanches pour des trucs qui n'ont rien à voir avec tout ça, d'administratif, du URSAF, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer, qui parfois peut brider aussi la création. Et du coup, il y a peut-être ce côté-là aussi de, j'ai finalement le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est-à-dire que j'ai la création parce que pour moi, c'est comme si c'était chez moi, mais en même temps, je vais pas avoir la comptabilité avec des gars qui me disent machin, même s'il y a forcément une histoire de rentabilité, mais là, c'est peut-être ton propriétaire qui, lui, est plus là-dedans et qui, du coup, te délaisse de cette partie chiante à mort. Nous, on y est, avec Guillaume, on y est impliqué à 2000%. C'est-à-dire que nous aussi, on est sur la rentabilité, de la masse salariale, il faut payer l'URSSAF, il faut payer ci, il faut payer ça, on est au courant de tout. C'est vraiment comme si c'était chez nous. Mais c'est pas chez nous parce qu'il y a un moment, quand tu as besoin d'avoir une réflexion, une prise de décision ou autre, je reste persuadé que ces gens-là savent prendre les décisions qui sont nécessaires. D'accord. Tu préfères une ouverture de restaurant ou prendre un restaurant qui est déjà ouvert? Prendre un restaurant déjà ouvert. Parce que les ouvertures, j'en ai déjà fait pas mal. Oui, tu connais bien. Donc je connais bien. Tu préfères le concours du meilleur ouvrier de France ou la Coupe Georges-Baptiste? Meilleur ouvrier de France. C'est quoi la différence pour toi? La différence, c'est que quand tu passes le concours de meilleur ouvrier de France, tu es dans une partie de ta carrière où tu es déjà, je pense, plus assagi et tu vas chercher quelque chose de plus conséquent. La Coupe Georges-Baptiste, tu es dans une phase un peu exponentielle. Donc tu rentres dans un concours où tu sais que tu vas chercher quelque chose avec la volonté de. Donc c'est un peu la marche du meilleur ouvrier de France. Mais moi, quand je t'ai connu, tu faisais partie de l'élite de la Coupe Jean-Baptiste. Et c'était déjà une très belle marche. Enfin, je veux dire, tu faisais pas partie des indés. Tu étais le gars qui a gagné devant tout le monde la coupe. Enfin, tu avais 20 sur 20, un truc comme ça. Oui, j'ai eu une épreuve où j'ai eu 20 sur 20 sur la prise de commande. Ça n'existe jamais, ça, normalement. Ça n'existe pas, apparemment. Il y a des épreuves sur la prise de commande. Il y avait l'épreuve sur la prise de commande qui était à l'époque un menu avec 15 minutes pour apprendre le menu et après une prise de commande classique au restaurant. Mais encore une fois, cette note de 20 sur 20, elle est aussi à l'image de ce que peut être la vie au quotidien et celle d'un concours, c'est d'avoir de la chance. Et quand j'ai eu cette épreuve, j'ai eu de la chance. Oui, mais tu vas chercher cette chance. Je vais chercher cette chance, mais il y a un moment, il y a des facteurs qui font que par rapport aux autres candidats, j'ai réussi à me démarquer. C'est deux facteurs très importants. J'étais à l'époque chez Emmanuel Renault au Flocon de Sel. On arrive pour prendre la commande. Donc j'installe les gens à table. Le sujet, c'est 3 personnes viennent d'arriver à l'hôtel. Ils déposent leurs bagages. Ils arrivent directement au restaurant. Occupez-vous d'eux. Donc je les installe. Bonjour, bienvenue. Tout s'est bien passé. Vous avez fait bon voyage. Nickel. Est-ce qu'on peut vous proposer peut-être de débuter par un peu d'eau?
plate, gazeuse. Ils me disent oui, une de chaque. Je dis très bien, peut-être ne connaissez-vous pas, mais nous avons un nouveau système qui s'appelle Aquacara, microfiltration de l'eau, Ah. Parce que sur la table, il y avait ces systèmes d'eau de microfiltration, mais là, je vous parle d'un concours en 2010. Ah oui. Donc, Mm. à l'époque, on n'entendait pas parler de ça. Sauf que nous, à Megève, en montagne, on avait ce système. Donc, quand j'ai vu les 2 bouteilles sur la table, Ouais. je me suis dit, je jump sur le truc. Et les D'accord. personnes qui étaient autour de la table m'ont regardé et ont regardé la table et ont compris que je connaissais ce système. Que d'autres personnes Je connaissais pas. connaissaient pas Oui. parce qu'ils étaient dans des établissements parisiens ou autres. Et C'est ils dans avaient ce sens-là que tu as eu de la Exactement. chance. D'accord. Et l'autre partie, c'est qu'il y avait 3 poissons, et dans l'un des poissons, il y avait de l'omble chevalier. Et tout le monde a servi à la sole et barre de petits bateaux. Voilà. Et moi, omble chevalier, j'en servais tous les jours. Éric Jacquier, qui est un copain, le pêcheur du lac, tout le storytelling qui va autour. Bah, on était 2, avec d'ailleurs François Libaud, qui était mon ancien associé à Comme Chez Soi, on a fait ce concours ensemble. On a été les 2 seuls à parler de l'omble chevalier, parce que nous, on le servait tous les jours, alors que les autres le servaient jamais. Donc quand vous êtes jury et que vous tapez tout le temps la sole, le bar, et que d'un seul coup, le dernier candidat, parce que j'étais le dernier candidat, Oui, vient... c'est horrible ça, le dernier. Et pourtant, là, pour le coup, ça m'a servi, parce que Ouais. j'arrive, je suis le gars qui met un peu de peps au dernier truc. Il nous parle de l'eau dont personne ne nous a parlé. Tiens, pourquoi Ah bah lui, il nous vend l'omble chevalier. Pourquoi Bah pourquoi Pourquoi Parce que je le faisais tous les jours. Donc c'est ce petit facteur chance du concours qui fait que Bien sûr. il y a une dynamique. Et puis après, voilà, on n'avait pas de carte des vins fixe, donc je pouvais dire ce que je voulais. Donc j'ai déroulé mon truc sur les vins, les vignerons que j'aime bien. Que tu Et connaissais, voilà, et en face, il y avait 2 meilleurs ouvriers de France et une 3e personne. Et ils m'ont mis la note de 20 sur 20. Et c'est génial. C'est super. Et en plus, qu'est-ce que j'ai pris un kiff. C'était énorme. Bah, tu C'était vois, incroyable. donc tu vois, finalement, quand on remet le contexte, meilleur ouvrier de France ou coucou Georges Baptiste. Dans le plaisir. Dans le plaisir, oui, dans le plaisir, la Coupe Georges Baptiste. Ah, oui. Mais le MOF, ça a été une quête tellement importante. Ouais, un chemin de croix. Ah T'as ouais, pas un eu peu. 3 échecs avant. C'est ça aussi qui fait que la Pas victoire est plus belle. 3 échecs. Non, 3. Il y a eu 3 participations, 3 Voilà. fois finaliste, mais c'est pas un échec. Sincèrement, je suis l'homme le plus heureux de porter fièrement ce titre de meilleur ouvrier de France. Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas ce titre et qui sont des personnalités professionnelles absolument incroyables et qui ont échoué au concours parce qu'ils ne portent pas la médaille, mais qui n'ont pas échoué au statut de meilleur ouvrier de France dans leurs actions. Et je suis le premier à le dire, oui, mais tant que tu n'as pas la médaille, tu ne l'es pas. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais est-ce que la vérité, c'est pas de prêcher la bonne parole plutôt que de dire avoir la médaille? C'est sûr, c'est fantastique d'avoir la médaille et j'en suis très heureux et c'est un rêve de gosse qui aboutit et puis voir les gens autour de vous heureux aussi. Ça, c'est un truc magnifique. Aussi, ouais. Mais enfin, je cite toujours cette personne-là, mais Régis Marcon qui a fait 3 fois le MOF, il n'a pas eu le titre de MOF, on a voulu lui mettre en honoris causa, il l'a refusé parce que pour lui, un concours, on porte quelque chose que quand on le gagne. Ouais, c'est beau. Et dixit beaucoup de gens, il n'a pas eu le titre parce que voilà, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Il avait un plateau, il l'a envoyé, le gars a fait tomber le plateau, son travail n'a pas été noté. Mais il en veut à personne, il représente ce qu'est le statut de meilleur ouvrier de France plus que n'importe qui, dans la transmission, dans tout ce qui fait qu'ils font, parce qu'il y a lui, il y a Michel, sa femme, il y a les enfants au quotidien. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Le plus important pour moi, c'est le rayonnement métier et tout ce qui se passe autour. Coupe Georges Baptiste, oui. Meilleur ouvrier de France, oui. Trophée Tonon Château-le-Don, oui. Éloquence un œil en salle, oui. Les podcasts de tout le monde, oui. Tant qu'on peut montrer aux gens que, franchement, les métiers de la restauration, arrêtez de dire que c'est des métiers compliqués. Il n'y a pas de métier facile. Mettez-nous derrière un bureau pendant 6 heures, vous allez voir les têtes qu'on va avoir. Ouais, Pire qu'un samedi matin. Évidemment. Pire qu'un samedi matin, je vous garantis. Juste réfléchissez et allez chercher le métier qui vous correspond. Et très sincèrement, sans grandes expériences, mais je peux être sûr de ne pas dire trop une bêtise en disant combien de personnes étudiantes ont fait nos métiers pour gagner de l'argent, ont finalement abandonné leur cursus scolaire pour venir dans nos métiers et en faire des personnalités incroyables. C'est vrai. Ça, il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent le revendiquer. Ah bah, et une chose est sûre, c'est que quand on est piqué, eh ben, ça fait des choses très très belles. Et on a des très jolies personnes de notre profession qui n'ont pas fait de cursus scolaire, qui ont fait des cursus de vie. Et avec ce métier-là, vous pouvez prendre du plaisir chez vous, dans vos campagnes, chez vous, dans les grandes villes. Vous pouvez partir dans le monde entier
Et vous pouvez aller vous balader avec un sac à dos si un jour vous avez besoin de gagner de l'argent. Si vous faites nos métiers, vous pouvez vivre pleinement et heureusement partout dans le monde. Et Ouais, c'est vrai. pour ça qu'on a de la chance d'avoir ces métiers qui sont fabuleux. C'est vrai. Bel ambassadeur, hein, Ouais. des métiers, Voilà. le plus beau qu'on ait vu là. On revient sur, sur le Fire qui n'en est plus. Oui. Ouais. Gin tonic ou Negroni? Je suis obligé de donner une réponse fixe. On t'écoute. Pour l'éternité. Gin tonic ever, Ah, je te mais- connais Gin tonic. mais On l'appelait Monsieur Gin tonic. Mescal Negroni, Calbar, 12e arrondissement de Paris, un bar à cocktail exceptionnel. Ils font des Negroni d'anthologie. Mais sinon, Gin tonic, Tonic ever. ever. Et Ouais. ever, tu me connais jusqu'à ever. Oui, parce qu'il te dit Forever, toujours, ever. allez, le petit dernier, on Ah, va pas voilà. se quitter comme ça. Ouais, Voilà. ouais, Voilà. La démarrante, le verre de l'amitié, tout ce que... J'aime Ouais. trop les gens, en fait. ouais. J'aime trop les gens. Et la dernière question, une soirée dans un canapé ou une soirée all night long? Ah, une soirée en night long. Ah ben, merci. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces réponses. En général, on conclut par une petite. Oui. J'ai déjà tout fini, j'ai Ah déjà oui. tout sifflé. Vous imaginez comment je. Moi, c'est vraiment l'ivresse, hein, c'est même pas le goût. On finit par une petite question. C'est quoi le petit péché coupable d'un point de vue évidemment gastronomique, hein. Oui, il faut le préciser. Le reste, on va le garder pour toi. C'est quoi le truc où tu dis, cela on a parlé toujours bien sûr des très beaux plats devant nous, des très beaux vins, etc. Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a un kebab, un Kinder Bueno? Est-ce qu'il y a un truc un peu dégueu, un Nutella, comme ça, même le pot? C'est quoi? Quand Yoann enlève tout ça, là. Quand Johan enlève tout ça, ah là là, c'est compliqué parce qu'il y en a pas mal. Hein. Ah bah, Ah. faut les entendre. Je pense que le petit péché coupable, c'est de partager. Mhm. Ça, c'est mon péché coupable. Et le jour où ma femme écoutera ce podcast, elle pourra le dire aussi humainement. Elle a la sensation, et qui est une sensation juste, que je peux pas dire non. Et que je suis toujours prêt à venir aider les gens et faire quelque chose avec les gens. Et cette chose-là est quand même très souvent orientée sur le fait de partager, à boire et à manger. Mon plaisir coupable, c'est je travaille beaucoup, j'adore beaucoup travailler et je me satisfais de choses très simples. Mais cette simplicité, il est très dur de faire simple. La petite phrase de Vincent Van Gogh sur la carte de Monsieur Bocuse. Mais un pain de campagne toasté et une petite rillette de Touraine tiède, ça n'a pas de prix. Le pot-au-feu de ma belle-mère, ça n'a pas de prix. Parce que j'y vais la semaine prochaine. Et elle m'a dit, tu viens la semaine prochaine, je fais un pot-au-feu. Ah. Voilà, il y a tous ces éléments où mon plaisir coupable, c'est d'avoir des gens autour de moi qui savent aussi me faire plaisir et que quand je vais les voir, ils font la petite chose coupable. Mais vraiment, 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 s'il y a un truc, si on me dit, voilà, demain c'est terminé pour toi, est-ce qu'il y a une dernière chose, hormis les amis, la famille, ma femme, mon fils, toutes ces choses-là, s'il y a un truc que tu devrais avoir dans ton corps une dernière fois avant de partir, c'est un joli verre de chenin. Ouais, voilà. On y retourne. Ouais, oui. Tous les chenins en même temps. À Rome, oui. À la Ou Loire. au Rhum. Et le Johan papa, qu'est-ce qu'il dit? Le Johan, papa, il dit que c'est chouette, que c'est une dépense d'énergie qui donne une endorphine, ou je sais plus comment on appelle ce genre de choses, d'une manière incroyable. C'est pas un mini nous, c'est pas un mini moi, c'est un personnage à part entière. C'est chouette. J'ai toujours aimé beaucoup les enfants m'aiment beaucoup. Je sais pas si c'est pour ce que je suis ou ce que je représente, je sais pas si c'est la bonhomie ou le reste. Mais en tous les cas, ma maman était assistante maternelle, donc j'ai été aussi toujours baigné avec les enfants. Mais ce petit garçon-là, il mange bien, il goûte bien, il sent bien, il est imprégné de tout ce qu'on fait. J'ai aussi une femme exceptionnelle. Ça, c'est une chance. D'ailleurs, tout le monde se demande pourquoi c'est ma femme, mais Ça sera pas coupé au montage. ça sera pas coupé au montage. Mais j'ai une femme exceptionnelle parce que c'est une femme qui vit sa vie à 100% et qui arrive à comprendre ce que je fais autant que moi je comprends ce qu'elle fait elle. Et c'est un vrai Soutien. un vrai soutien, et c'est un vrai comportement amical, amoureux, d'histoire de vie. Et s'il y a le titre de meilleur voilier de France, ça lié aussi pour beaucoup parce que elle m'a énormément soutenu dans
dans les différentes phases de cette chose-là. Mais le Johan Papa, c'est génial. C'est arrivé à la maison cette nuit, et voilà, on a des petites mines parce que bah, voilà, mon petit gars, cette nuit, il avait envie de faire. Oui, non, mais il dort bien. Ah, il dort bien. Bah, Non, moi, c'est la- d'habitude, il dormait bien aussi, Ouais, mais voilà. là, en ce moment, il a une petite phase de 2 semaines, voilà. C'est peut-être aussi parce qu'il a besoin d'un peu plus, mais on a fait un peu la bamboula cette nuit tous les deux, donc voilà. Mais Ça non, commence. le Johan Papa, c'est au désarroi de beaucoup de personnes. Je les vois un peu moins à l'extérieur, mais ils savent que c'est pour une cause sûr. juste et légitime. Bien sûr. Et donc maintenant, il réclame que je puisse les voir avec lui. Donc, Ça, c'est Exactement. bien. exactement. On s'adapte. Et c'est la transmission aussi. C'est Du la coup, il verra, transmission, le petit verra qu'il faut être entouré aussi de beaucoup de gens et beaucoup de Ouais. copains. Et il deviendra aussi comme ça. Ouais. Et puis il a déjà fait beaucoup de restos, il est pas mal. Il a fait toutes les bonnes tables de Paris. Et de Navarre, comme dirait M. Et de Martinez. Navarre, et de Navarre. Merci beaucoup, Johan, pour Merci, tout Johan. ça, parce qu'il y a eu des beaux témoignages, on a bien rigolé, on a bien bu, on a très bien mangé. Venez, épisode, Fogo, Paris 17e. Super endroit, très bien décoré, et il y en a un peu pour tout le monde. C'est assez rare d'avoir juste un couloir qui sépare 2 univers, très différents. S'il y a un anniversaire, il y aura même peut-être les petits Indiens, donc vous voyez, venez avec grand plaisir. Johan et l'équipe, effectivement, sont très sympas, on a été très bien accueillis dès ce matin, c'était génial. On reviendra avec plaisir, mais cette fois-ci sans les micros, peut-être un peu entre nous pour déguster tout ça. Merci beaucoup pour ta franchise, ta transparence. Beaucoup d'espoir aussi, parce qu'on peut arriver 3 fois en finale et finalement gagner la 4e. Et repartir avec, et ça change la vie. Et aussi, ben voilà, il faut jamais abandonner ce que tu as dit au petit Johan. Donc voilà, n'abandonnez pas. Écoutez sans trop écouter aussi, faites votre vie. Merci Aurélien aussi, un coup de feu qui a été revisité, hein. J'ai noté. Le vainqueur, on mettra tout ça en description, bien sûr, les verres Riedel qui sont d'une vélocité sans égale comme à chaque fois. et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Merci. à très vite. À Merci très à vite, vous, merci. bon appétit.